Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette Agora de la République de l'ESS sur la thématique « Comment changer en profondeur le paradigme du modèle d'entreprise ». Nous organisons cette Agora avec AEMA Group, qui est notre partenaire sur ce temps d'échange et que nous remercions très fortement. Comme vous le savez peut-être, la République de l'ESS est un projet qui a été lancé en novembre 2020 par ESS France et qui vise à formaliser quel est le projet politique là, au sens de vision du monde commune que partagent les structures de l'économie sociale et solidaire au-delà de leurs différences de secteur, leurs différences de famille, mais donc bien à formaliser quelle est notre vision du monde. C'est un projet qui nous paraît important, y compris pour renforcer l'économie sociale et solidaire, lui permettre de pouvoir prendre la parole plus facilement dans le débat public. Nous organisons donc tous les mois des temps de réflexion qui nous permettent de traiter des sujets qui nous semblent assez majeurs pour l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, nous allons donc parler du paradigme du modèle d'entreprise. Cette réflexion, elle commence aujourd'hui dans l'Agora et elle va se poursuivre lors de l'atelier que nous allons tenir sur une thématique assez similaire lors du congrès de l'ESS. Et donc, nous enclenchons donc cette réflexion aujourd'hui avec vous toutes et tous, et la réflexion devrait se poursuivre. Je vais donc commencer un petit peu plus formellement l'introduction de cette Agora et peut-être un dernier élément technique avant de commencer notre échange. Tous les participants ne peuvent pas allumer leur son et leur caméra sur cet outil GoToWebinar. Néanmoins, vous pouvez bien évidemment tout au long de notre échange poser des questions dans l'onglet questions. Nous allons avoir des interventions de chacun de nos intervenantes aujourd'hui et ensuite nous aurons un temps de questions-réponses avec les différents participants. Donc vraiment, tout au long de nos échanges, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous auriez. Je m'appelle Pauline Roffa, je suis donc chef de projet de la République de l'ESS à ESS France. Alors, pour introduire un peu plus précisément pardon, j'ai des problèmes de partage d'écran manifestement. Vous voyez toujours mon PowerPoint? Oui, formidable. Donc, sur notre thématique aujourd'hui, on le sait, mettre l'entreprise au service du bien commun, c'est une ambition qui est partagée très largement, qui est régulièrement exprimée dans le débat public. On a eu ces dernières années, ces dernières décennies, un certain nombre d'éléments qui ont suscité de l'espoir par rapport à cette volonté, notamment exprimée par les citoyens, comme l'émergence des notions de développement durable ou encore de la RSE. Et on note bien que les citoyens eux-mêmes souhaitent que les entreprises soient actrices de la transformation sociale. Récemment, nous avons eu encore de nouveaux débats, notamment des débats législatifs autour du vote de la loi Pacte, concernant notamment les entreprises à mission, qui ont cristallisé cette volonté de mettre les entreprises au service du bien commun. Pourtant, ce qu'on observe après coup, c'est que généralement, d'autres priorités de court terme finalement s'imposent face à de telles volontés. Et finalement, souvent, c'est sous les réflexions souvent d'ampleur autour de l'objet de l'entreprise ou autour de sa gouvernance, elles sont un petit peu reléguées au second plan quand on a des priorités de court terme qui apparaissent un peu plus urgentes. Et quand on a de telles réflexions qui sont au centre du débat public, eh bien souvent, les évolutions législatives qui résultent de ces débats ne sont pas toujours des outils de régulation suffisamment exigeants. C'est ce qu'on a pu parfois voir, notamment dans le cadre de la loi Pacte. Face à cela, on a les entreprises de l'économie sociale et solidaire qui incarnent un autre modèle, un modèle évidemment
porteur de démocratie, d'utilité sociale et tous les autres principes qui caractérisent les entreprises et les structures de l'économie sociale et solidaire. Et donc, ces structures de l'ESS, elles peuvent inspirer la réflexion autour de l'avenir du modèle d'entreprise, puisque l'ESS arrive à réconcilier à la fois évidemment les impératifs de performance économique qui sont évidemment essentiels dans la vie d'une entreprise, mais aussi la recherche d'externalités positives. Et puis, elles incluent la société dans leur entreprise en faisant vivre la démocratie. Toutefois, l'ESS également est concerné par cette recherche d'exemplarité, par l'impératif de mettre en accord des valeurs affichées et les pratiques au sein des structures et entreprises. Et donc, on se pose beaucoup de questions aujourd'hui. Est-ce que finalement, définir la finalité dans une raison d'être d'une entreprise, est-ce que ça suffit à changer en profondeur l'entreprise? Est-ce qu'il faut aller plus loin aujourd'hui, peut-être franchir des nouvelles étapes législatives? Comment on fait en sorte que les conseils d'administration des entreprises soient connectés avec des enjeux qui vont au-delà des notions de rentabilité? Et puis, de manière générale, voilà, comment on change en profondeur le paramètre du modèle d'entreprise. Nous avons plusieurs invités qui nous font le plaisir de leur présence aujourd'hui. Tout d'abord, Claude Verne, qui est administrateur d'AEMA Group et également vice-président de la Massif. Jonathan Jérémias, qui est entrepreneur social, ancien président du MOVE et membre du CA de SS France au titre de sa représentation du mouvement Impact France. Nous avons également Maud Sarda, qui est cofondatrice du label et directrice du label Emmaüs. Et enfin, nous aurons une conclusion de Jérôme Sadier, qui est président de SS France. Je vous propose que nous commencions cet échange avec l'intervention de Claude Verne, qui est donc administrateur d'AEMA Group et vice-président de la Massif. Donc, merci à nouveau de votre présence aujourd'hui à nos côtés. J'ai plusieurs questions à vous poser. Déjà, la Massif parle très souvent de la nécessité de changer en profondeur le modèle d'entreprise. Qu'est-ce qui motive le fait que vous saisissiez autant de ce sujet? C'est le cas également d'AEMA Group, évidemment, qui se mobilise beaucoup sur cette question. Pourquoi, à votre avis, il est essentiel de changer en profondeur ce modèle d'entreprise? Quel bilan faites-vous des récentes évolutions législatives? Est-ce qu'elles ont rempli toutes leurs promesses? Je pense notamment à la loi Pacte. Et enfin, en quoi le modèle mutualiste peut-il être une source d'inspiration pour faire évoluer le modèle d'entreprise? Beaucoup de questions en même temps. Bonjour à toutes et à tous. Et puis, merci de m'accueillir dans ce débat qui est excessivement important, je trouve. Alors déjà, donc je suis administrateur d'AEMA Group, un groupe qui existe depuis le 1er janvier de cette année, dans un contexte un peu particulier et qui représente un bon nombre d'affiliés et des marques différentes qui se retrouvent toutes autour d'un véritable ancrage au niveau de l'ESS, bien évidemment, même si on a des entreprises effectivement qu'on pourrait considérer, qui sont considérées comme totalement classiques sur tout le volet finance-épargne. Mais globalement, toute la gouvernance effectivement est bien ancrée dans l'ESS, avec effectivement cette plus-value essentielle de la société civile qui gère effectivement, qui est complètement intégrée dans ces conseils d'administration. Alors pourquoi est-il essentiel de changer en profondeur le modèle d'entreprise? Parce qu'on arrive à un moment clé et aujourd'hui, il est même quasiment trop tard pour les collectivités territoriales. En tout cas, les collectivités territoriales sont complètement dans le mur depuis une bonne quinzaine d'années. Aujourd'hui, il reste encore 35 000 communes en France qui n'ont plus la compétence économique depuis bien longtemps, c'est les EPCI et la région, il faut le savoir, donc les communautés de communes, les métropoles, etc. Et aujourd'hui, la plupart des communes ne sont pas en responsabilité, ne peuvent plus assumer leurs compétences. Parce que financièrement, elles n'ont plus les moyens, en termes d'ingénierie, elles ne l'ont pas. Et donc,
si le modèle des entreprises sur leur territoire ne viennent pas compenser un peu ce manque. Je vais vous donner un exemple pour être très clair. Prenez des friches industrielles. Aujourd'hui, s'il n'y a pas l'ESS, s'il n'y a pas des investissements privés pour réaliser des belles opérations au niveau de ces friches industrielles, il ne se passera rien. Donc, le modèle d'entreprise, il doit complètement évoluer vers effectivement quelque chose qui ressemble en tout cas à une gouvernance de l'ESS. En tout cas, il faut vraiment le promouvoir et ça me semble essentiel. Aujourd'hui, les entreprises sur les territoires, c'est elles qui font la vie des territoires, elles font société, elles apportent l'innovation, le lien social, au-delà de simplement l'emploi et effectivement du pouvoir d'achat. Sur les territoires, c'est elles qui innovent. Par exemple, si on prend la thématique, une thématique qui est importante au niveau de Massif et d'AEMA, c'est effectivement le réchauffement climatique et toutes ces incidences. Aujourd'hui, l'innovation, on le trouve par les entreprises sur les territoires. Donc, il est juste essentiel d'avoir effectivement ce potentiel apporté par les entreprises. Là aussi, je vais vous donner une anecdote. Au niveau collectivité, elles ont bien du mal, par exemple, sur l'éclairage public, à avoir de l'éclairage public solaire. Des entreprises qui s'implantent dans des zones d'activité, quasiment toutes, elles sont sur du solaire parce qu'elles ont innové. Il y a un problème d'ingénierie qui existe dans le modèle de l'entreprise, qui n'existe pas forcément dans certaines collectivités. Alors, bien évidemment, quand je parle de collectivités, je ne parle pas des métropoles qui, elles, ont la chance d'avoir des structures suffisamment suffisantes. Après, ce qui me semble intéressant, effectivement, c'est que la plupart de ces entreprises ont bien étudié la loi Pacte, pour certaines, pas toutes, parce que c'est difficile pour certaines, effectivement, d'appliquer ce qu'on retrouve dans la loi Pacte. Pour autant, il y a des groupements d'employeurs qui travaillent sur ces sujets-là pour emmener effectivement un maximum d'entreprises vers une raison d'être, vers l'entreprise à mission. Le choix d'AEMA et de Massif, c'est de ne pas aller forcément vers l'entreprise à mission, parce qu'on considère qu'on l'est naturellement, mais d'avoir travaillé sur sa raison d'être. Avec un maximum, et là aussi, au niveau démocratie, au niveau gouvernance, on a acté notre raison d'être avec un questionnement qui a été fait aux salariés, à des sociétaires et aux délégués de la Massif pour finaliser notre raison d'être. Ça me semble essentiel que cette raison d'être, au-delà d'un label, puisse être suivie d'actes. Et c'est de la même manière qu'on peut le réaliser, à mon avis, au niveau des entreprises d'un territoire. Travailler ensemble sur les bassins de vie, comment on définit un projet politique, et quand je dis politique, c'est au sens premier du terme, pour que tout le monde aille dans le même sens. Les citoyens, les collectivités, les entreprises d'un territoire qui font le territoire. Voilà pour le changement en profondeur du modèle d'entreprise. Après, est-ce que ça sera porté par toutes? J'en doute, mais si on passe le cap d'un bon pourcentage d'entreprises qui s'engagent sur un projet commun, ça peut être vraiment intéressant. Et là, vous voyez, on touche aussi au mutualisme, c'est-à-dire travailler ensemble pour l'intérêt collectif. Et ça me semble essentiel. Alors, là aussi, un intérêt manifeste pour AEMA, pour Massif, d'investir effectivement ces territoires. Pourquoi? Parce qu'effectivement, sur le volet finance-épargne, vous imaginez bien qu'en gestion d'actifs, on peut apporter au développement des territoires. Avec notre raison d'être, avec notre volonté d'accès sur différentes thématiques, les publics fragiles, la jeunesse, le développement durable, toutes nos gestions d'actifs sont dirigées vers des investissements socialement responsables et axés sur le développement des territoires. En gestion d'actifs, on co-investit sur les territoires, sur par exemple des sujets qui sont très prégnants pour les habitants des territoires, l'énergie. Aujourd'hui, on investit dans l'énergie sur les territoires, l'hydrogène, la méthanisation verte et plein d'autres sujets comme ça. Donc, vous voyez le rôle qu'on peut avoir sur les territoires. Et avec une gouvernance, effectivement, qui vient de la société civile. Et j'aborderai quand même, je ne veux pas être trop long, mais la gouvernance très atypique de Massif. On est d'origine, de sensibilité, on va dire, on appelle ça les sensibilités au niveau de la Massif, totalement différentes.
On a des gens qui viennent d'organisations syndicales, des commerçants, de l'économie sociale et solidaire. Et on arrive, contrairement à une collectivité où on s'affronte à l'intérieur d'un conseil municipal, d'un conseil communautaire, à gérer le consensus. Et très rarement, on a des votes contre en conseil d'administration, parce que tout a été décliné en amont, on a travaillé en amont les sujets, et on va tous dans le sens de l'intérêt des sociétaires et de l'impact sociétal qu'on peut avoir sur les territoires. Si l'entreprise maîtrise sa raison d'être avec effectivement une volonté d'impact sur les territoires, d'impact sociétal, ça me semble voilà, très, très intéressant. Après, on a été touché de plein fouet, comme tous, par la pandémie, et on voit effectivement que la notion de circuit court est excessivement importante. Et beaucoup d'entreprises, et forcément il y a des entreprises de l'économie sociale et solidaire, reviennent à des sujets qui avaient été quelque peu abandonnés. Là, tout dernièrement, j'ai revu des grosses entreprises de l'économie sociale qui commencent à reparler de monnaie locale et à la promotionner sur les bassins de vie. Tout ça doit être intégré dans la politique des entreprises aussi. Ça me semble excessivement important, se sentir ancré dans un territoire et ne plus voilà, penser à se développer là où effectivement le coût de la main-d'œuvre sera un peu moins cher, etc. Mais vraiment être totalement ancré dans la vie de la société sur un territoire. Bien évidemment, il y a le territoire national, mais aussi l'Europe qui est excessivement important. Sur la problématique de la loi Pacte, mais je crois que c'est comme tout un chacun, y compris au niveau de SS France, on a bien compris quand on l'a présenté il y a maintenant 2-3 ans aux collègues, voilà, on s'est dit il y a quand même un manque. C'est effectivement la gouvernance. Si ce volet gouvernance n'est pas intégré dans la loi Pacte, effectivement, on aura une labellisation de pas mal d'entreprises avec, voilà, on est entreprise à mission, on définit une raison d'être, mais derrière, si la gouvernance ne change pas en intégrant effectivement la société civile dans les CA ou dans des groupes qui vont travailler effectivement pour élaborer le projet politique de l'entreprise, il ne se passera absolument rien. Nous, on est un peu contraints, même si c'est ancré en nous. Hein, le SS, voilà, on a des gènes qui vont dans le bon sens, en tout cas. Mais aussi, on a une autorité de contrôle, la CPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui nous oblige à certaines choses. Certes, mais on voit tout l'intérêt quand même d'avoir des autorités de contrôle. Si je reviens aux collectivités, la Chambre régionale de la Cour des comptes, la chambre de la Cour des comptes, c'est bien gentil, on émet des rapports, mais derrière, il n'y a aucune contrainte. La CPR émet des contraintes. Au niveau des entreprises, par le biais législatif, est-ce qu'on ne peut pas instaurer quelques contraintes qui permettraient d'aller dans le sens, effectivement, non seulement d'avoir une labellisation, mais de le prouver par des actes. Donc, on revient à la notion, effectivement, des mesures d'impact, qui sont très compliquées à mettre en place, mais peut-être qu'il faut aussi cette notion-là pour aller un peu plus loin, effectivement, sur uniquement une labellisation. Après, le modèle mutualiste, je l'ai évoqué un peu tout à l'heure, pour moi, c'est une vraie source d'inspiration. La Massif, le groupe AMA, on est une collectivité quelque part. Voilà, c'est la France. On a 5,5 millions, 5,6 millions de sociétaires au niveau de Massif. Si vous additionnez les ayants droit, vous voyez à peu près ce que ça représente. On gère l'intérêt collectif de tous ces habitants, de tous ces sociétaires en tout cas, et ses adhérents et ses clients, avec une volonté d'intérêt collectif. Donc, vous avez parlé effectivement du modèle économique qui doit tenir, bien évidemment. Donc, l'économie a un rôle certain et on est aussi sur du développement, etc. Mais derrière, on se doit d'avoir un impact sociétal, non seulement pour les sociétaires, mais si on n'a pas un impact sociétal, on n'aura pas un impact sur les sociétaires. Donc voilà, et le mutualisme, j'en ai parlé un peu tout à l'heure avec une gouvernance, des gouvernances atypiques quand même de chaque entité de l'économie sociale et solidaire, mais on voit que si on met du sens civique et du sens d'intérêt collectif dans ces conseils d'administration, on va beaucoup plus loin.
J'en veux pour preuve qu'on évolue continuellement. Je considère qu'on s'améliore continuellement. Encore dernièrement, sur le handicap, par le biais effectivement de l'impact de ces administrateurs qui sont totalement volontaristes dans le cadre du conseil d'administration, on avance sur tous les sujets du handicap, que ce soit les non-voyants, les malvoyants, les sourds, les malentendants, et toutes sortes de handicaps, on arrive à avancer. Sans cette volonté-là très forte au sein des conseils d'administration, certainement que certains sujets ne seraient pas mis sur le dessus de la pile. Écoutez, voilà, j'ai essayé de répondre dans un temps assez court à vos questions et je reviendrai volontiers vers vous. Voilà, je vous redonne la parole. Merci beaucoup. Je retiens énormément de choses de cette intervention très riche. Déjà, le fait que l'évolution du modèle d'entreprise, elle est d'autant plus importante qu'on a un désengagement de l'État, notamment des collectivités territoriales, sur un certain nombre d'éléments de pilotage économique des territoires, etc. Il faut faire évoluer les modèles d'entreprise pour s'assurer du lien au territoire, pour faire en sorte qu'il y ait la prise en compte d'objectifs sociaux et sociétaux. Et que tout cela, finalement, si je synthétise un petit peu quelques éléments dont vous avez parlé, mais ce socle-là, cette évolution-là n'est possible que si le socle de la gouvernance évolue. Finalement, j'ai l'impression que, en creux, vous nous dites que la gouvernance est le premier point à faire évoluer pour faire bouger le modèle d'entreprise. Merci beaucoup pour tous ces éléments. On a déjà plusieurs questions qui ont été posées dans l'onglet questions, donc on y reviendra un peu après. Quelques questions sur le rôle de la CPR. C'est vrai que c'est pas fréquent d'entendre des acteurs mutualistes donner des éléments un petit peu positifs sur le rôle de la CPR. Boutade à part, voilà, on a quelques questions qui sont sur ce point. Ensuite, on va laisser la parole donc à Maud Sarda, qui est cofondatrice et directrice du label Emmaüs. Label Emmaüs qui fait partie des licornes, une dynamique de regroupement d'un certain nombre de structures issues de la coopération, de coopératives, et qui veulent s'attaquer aux causes racines des dysfonctionnements de notre système économique. Donc, mes questions, pardon, de PowerPoint. Mes questions vont principalement porter là-dessus. Quelles sont finalement les causes racines, selon vous, du modèle d'entreprise? Comment s'y attaquer, les faire évoluer? Est-ce que pour cela, la coopération est un modèle à suivre? Bonjour à tous. J'espère que les travaux qui se passent de l'autre côté de cette cloison ne vous dérangeront pas trop. Je viens de découvrir que mes voisins avaient décidé de faire des travaux juste maintenant. Voilà. On verra. Du coup, merci pour l'invitation. Et oui, c'est toujours un plaisir de parler de ces sujets de gouvernance coopérative parce que effectivement, c'est une belle base pour beaucoup de choses. Alors peut-être rapidement, je vous redis comment ce qu'est Label Emmaüs et puis comment on fonctionne, donc on est une société coopérative d'intérêt commun, donc collectif, pardon. Donc c'est une SIC. Donc Label Emmaüs, ça existe depuis 5 ans. Cette coopérative, elle se veut être un peu le prolongement d'Emmaüs en ligne, un prolongement qui peut être autant sur l'aspect achat, avec un bric-à-brac géant qui est la place de marché Label Emmaüs, 1 600 000 produits à peu près aujourd'hui, qui sont des produits tous issus de la seconde main, du don, des particuliers aux structures Emmaüs, mais pas que, puisque dans nos 160 vendeurs sur cette place de marché, il y a aussi des ressourceries, il y a aussi des structures de la Croix-Rouge, il y a aussi des structures de la Fédération Envie. Voilà, donc on est largement ouvert à l'économie sociale et solidaire. Et on espère être vraiment la marketplace de l'ESS, faite par l'ESS et pour l'ESS. Donc, ça, c'est une première forme de prolongement. Une deuxième forme, c'est aussi des entreprises d'insertion qu'on a créées. Donc, 2 entrepôts logistiques,
un dans le 93, en milieu très urbain, un autre dans le 47, en milieu très rural, à Damazan, qui est donc un petit peu plus récent. Dans ces entrepôts, on traite les surplus d'un territoire. Je pense que je vais aussi parler de territoire par rapport à notre action, parce que c'est vrai quand on parle de digital, de place de marché, on pense pas forcément à l'existence physique au territoire, et nous, on a aussi vraiment une action ancrée avec les collectivités. Donc, 2 entrepôts qui traitent des surplus. C'est plutôt une activité très vertueuse, puisque on récupère ce que les Emmaüs, les ressourceries n'arrivent pas à écouler dans les points de vente physiques à l'échelle d'une région, hein, donc en circuit quand même assez court. Dans le 93, on récupère des livres, et dans le 47, on récupère plutôt du mobilier. On fait aussi de la collecte en entreprise, du mobilier de bureau. On récupère aussi des fins de série, des invendus neufs de marques, de grandes enseignes. Voilà, donc tout ce surplus, ces invendus, on le trie et on le vend en ligne. Et on arrive en fait à augmenter le taux de réemploi des filières de produits comme ça grâce au e-commerce. Et surtout, cette activité nous permet de créer des postes d'insertion pour des personnes très éloignées de l'emploi, qui forcément se forment à des métiers qui embauchent beaucoup aujourd'hui, demain. Donc c'est aussi ça qu'on essaie d'expérimenter avec Label Emmaüs. C'est de l'insertion un peu innovante, un peu nouvelle sur des champs du numérique, de la logistique. Et le dernier prolongement qu'on a créé, c'est Tréma. Donc, Tréma, c'est une plateforme digitale différente où le particulier peut donner des produits au profit de la solidarité. Donc, c'est le prolongement du point de dépôt Emmaüs, on va dire. Et pour le faire très court, c'est une sorte de Vinted solidaire. Voilà, on poste des annonces et après on accepte de ça quand même, ça augmente là les travaux. Là, vous les entendez, non? Toujours pas? Ça va? Bon, donc ça c'est la magie du casque, trop bien. Voilà, donc on essaie aussi de remettre la seconde main, le don au centre d'une action de solidarité et d'une plus-value sociétale, environnementale. Voilà un peu pour Label Emmaüs. Une coopérative, ça change tout, effectivement, pour moi. Que souvent, on me demande en quoi on est un site e-commerce différent des autres. Alors évidemment, je mets en avant l'impact social, puisque pour nous, on va dire que notre activité n'est qu'un prétexte à faire de l'insertion. On a formé 900 personnes depuis 5 ans à ces métiers-là. Parce qu'on a aussi créé une école il y a 2 ans. Donc voilà, il y a le pilier de l'insertion, bien sûr, qui est l'ADN d'Emmaüs par essence. Il y a le pilier de l'environnement, ça c'est évident, mais quelquefois, à Emmaüs, on le dit en souriant, mais on fait un peu de l'environnement par défaut. Ça fait 70 ans qu'on fait de l'économie circulaire, mais voilà, c'est vrai qu'on n'a pas toujours été drivé par ça, en fait, vraiment porté par la cause environnementale. C'était surtout des activités pour les personnes exclues. Maintenant, évidemment, c'est très important et on est aussi vraiment, on fait des bilans carbone assez poussés. La coopérative, donc j'y viens, mais c'est ça aussi en fait. C'est une exigence de transparence à tout niveau. Et par exemple, le bilan carbone, c'est un bon exemple parce que c'est obligatoire que pour les entreprises de plus de 500 salariés. Et encore, c'est obligatoire. Chacun le fait un petit peu comme il veut finalement, et voilà. Nous, on est 55 salariés, et donc de façon très volontariste, on l'a fait parce qu'on se dit, certes, on a un impact social, mais on fait du e-commerce, donc il s'agit quand même de vérifier que on fait pas ça en détruisant la planète un petit peu plus. Et notre bilan carbone a prouvé l'inverse, en fait. C'est que finalement, on émet moins de carbone qu'un magasin physique, bizarrement. Hein. Ça peut surprendre, mais il y a beaucoup quelquefois d'idées préconçues sur le e-commerce. En fait, tout dépend de comment on le pratique, hein, en termes de livraison, d'expédition et de massification des flux, etc. Donc voilà, cette transparence, elle doit être à tout niveau et évidemment, en premier lieu, vis-à-vis des salariés. Donc
comment nous, on va fonctionner en tant que coopérative. On va avoir enfin, déjà des réunions d'équipe comme n'importe quelle entreprise, mais moi, je vais très loin dans la communication des chiffres, en fait. L'équipe, elle sait combien il y a d'argent sur le compte en banque. C'est aussi transparent que ça. Elle sait exactement quel est mon salaire. On a une échelle de salaire qui est très contrainte en plus. On est de 1 à 3, donc on est quand même pas mal vertueux, puisque on est plutôt de 1 à 7 dans l'ESS, voire 1 à 10 avec ESUS. Donc voilà, ça va assez loin, et ça installe un climat de confiance, en fait. Et donc, quand on est aussi en difficulté, c'est pas simple tous les jours, notre modèle, on a une trésorerie extrêmement tendue, et ben, voilà, je pense que tout le monde aussi est solidaire et très engagé dans l'aventure. C'est du coup aussi une transparence totale vis-à-vis des fournisseurs, des clients, puisque nos clients, à nous, ce sont les structures de l'ESS qui vendent sur Label Emmaüs, d'une part, mais ce sont aussi évidemment les clients sur le site. Et donc, c'est les structures qui vendent sur la marketplace, elles ont des parts de la coopérative. Donc, elles savent exactement quel est notre modèle économique. Si à un moment donné, on fait de vertigineux bénéfices, elles seront tout à fait capables et en droit, en assemblée générale, de dire, bon, bah, ça suffit, maintenant, on arrête de payer une commission de 10%. Voilà, là-dessus aussi, on est transparent. On arrête de payer une commission de 10% à Label Emmaüs puisque, voilà, très clairement, le modèle est très bénéficiaire. Bon, cette espèce de responsabilité partagée, de transparence totale, elle fait que dans les moments difficiles, les gens, ils sont là aussi pour s'entraider. Il y a des structures, des vendeurs qui sont nos clients, mais qui nous ont prêté de l'argent à des moments parce que la trésorerie était plus compliquée que d'autres. Enfin, dans le monde économique classique, quel fournisseur client se prête de l'argent pour passer les moments difficiles, en fait. Donc, souvent, on parle de coopératives comme enfin voilà, que c'est très beau, c'est très vertueux, mais qu'en même temps, c'est quand même hyper compliqué. Il faut l'aval de tout le monde pour avancer. C'est compliqué de lever des fonds, etc. Mais on parle peu de cet aspect-là, en fait, aussi, que quand ça va pas très bien, les gens sont là aussi, quoi, sont présents parce que c'est leur entreprise, en fait, comme aux salariés qui y travaillent. Voilà. Donc ça, c'est un aspect qui me paraît intéressant aussi comme leçon à donner au secteur économique classique. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de boîtes, je pense, dans les boîtes qui font faillite ou qui délocalisent, etc., on voit des salariés qui se saisissent du sujet, qui transforment l'entreprise en coopérative. Voilà, on voit à quel point ça peut être fort en termes d'appropriation. Et puis, après, sur les aspects de levée de fonds, et c'est sûr que c'est une complexité forte. Et là-dessus, comment les pouvoirs publics peuvent aider, c'est énorme. Aujourd'hui, on est très, très limité, quoi, en tant que coopérative pour lever des fonds. À la fois, on est dans une forme hybride, en fait, donc on est à la fois pas éligible au mécénat de compétences, éligible à la politique du mécénat, donc on peut pas émettre de reçus fiscaux pour des fondations privées, etc. Donc on est complètement hors du champ de la philanthropie, alors que on est vraiment d'intérêt général. Franchement, une SIC, moi, dans mes statuts, il y a écrit quand même que 100% des bénéfices seront réinvestis dans l'outil de travail. On est sur 0 dividende, on est sur un écart de salaire de 1 à 3. Comment aller plus loin que ça? Je pense que même le secteur associatif non lucratif ne répond pas toujours à ce genre de critères très, très éthiques. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est un statut qui est fiscalisé, et c'est très difficile avec l'administration d'expliquer, en fait, qu'il faudrait traiter différemment les SIC. Et puis de l'autre, évidemment, on n'intéresse pas les business angels. On n'a pas d'action, on n'a pas de capitalisation. 100 € aujourd'hui, ça vaudra toujours 100 € demain. Dans le capital de Label Emmaüs. Donc, il faudrait des coopératives angels, des gens qui soient, déjà qui cherchent à mettre leur épargne dans des produits, dans des projets à impact vraiment, et en même temps qui se suffisent
de la déduction fiscale. Il y a 25% de déduction fiscale sur l'impôt sur le revenu. Voilà, c'est la seule chose en fait finalement qu'on peut offrir à des investisseurs. Et ils n'ont pas l'habitude de ça. Il faut savoir que même des financeurs, quand même, on pourrait estimer publics ou semi-publics, comme la BPI ou la Caisse des dépôts, ont des critères très contraints. Pour eux, Label Emmaüs est une entreprise en difficulté, selon des normes comptables voilà, européennes, françaises, etc. Et du coup, ils ne nous prêtent pas d'argent. Pourquoi ils ne nous prêtent pas d'argent? Pourquoi ils considèrent qu'on est en difficulté? C'est parce que, en fait, ils considèrent que tous les titres participatifs, qui est quand même quelque chose qui est très classique dans le secteur associatif et coopératif, les titres participatifs, ce n'est pas des fonds propres. Voilà, donc ils le sortent et donc pour eux, on est très très endettés. Alors que derrière, on a France Active, on a Inco, on a l'ITA, on a des financeurs solidaires. Et donc en sortant ça, ils nous mettent en entreprise en difficulté. Moi, j'essaie de leur expliquer, mais en fait, c'est la seule façon dont on peut trouver des fonds en étant une coopérative. On n'a pas d'autre façon de faire, en fait. On ne peut pas avoir des actions, on ne peut pas lever des fonds de cette façon-là comme une société commerciale. Mais c'est des cadres c'est comme ça, il y a un fichier Excel, ils mettent les chiffres et puis ils peuvent rien faire. Donc, il y a vraiment des choses à bouger pour qu'on soit soutenu quoi, dans le développement de nos activités, ça c'est certain. Merci beaucoup, Maud, pour cette intervention riche, encore une fois. Il y a des choses très fortes qui ont été dites sur le modèle coopératif et ce que ça génère en termes de transparence, de partage des responsabilités, de climat de confiance qui peut exister dans ce type de structure quand on met à profit toutes les caractéristiques les plus fondamentales du modèle coopératif pour avoir pleinement une gestion différente d'un outil économique. Et donc, beaucoup de points d'amélioration qui ont été notés, puisque s'il est urgent de faire évoluer le modèle d'entreprise, il est urgent aussi d'accompagner les structures déjà qui ont un modèle différent et qui placent leur activité sociale et solidaire au cœur de leur identité, donc notamment les SIC. On va passer maintenant à Jonathan Jérémiaz. Donc, plusieurs questions également. Pourquoi est-il urgent de faire évoluer le modèle d'entreprise? Comment peut-on s'y prendre? Et l'ESS dans tout ça, on en a déjà un petit peu parlé au cours des autres interventions, mais donc on l'a dit, l'ESS peut servir de modèle d'inspiration pour faire évoluer le modèle d'entreprise. Néanmoins, l'ESS n'est pas non plus exempt d'un certain nombre de besoins de s'améliorer sur certains points. Et donc, quelle est votre analyse par rapport à cela? Merci Pauline, bonjour à tous. Très heureux d'être là avec vous dans cette agora de la République de l'ESS, qui est une des très belles dynamiques de l'ESS de ces dernières années. Donc je suis content de participer. Bon, en quelques mots, pourquoi? Alors d'abord, pourquoi on pourrait y passer des heures, mais disons qu'on vit dans un monde, sur une planète qui connaît un certain nombre de difficultés. C'est probablement une chose merveilleuse d'avoir eu la chance de naître et d'être un humain, mais il y a aussi des défis permanents et persistants qui sont les inégalités sociales, qui sont aussi injustes que dangereuses en termes de stabilité des sociétés. Et puis il y a le fait qu'il y a encore un bon nombre d'humains qui n'ont pas accès à leurs besoins fondamentaux. Puis c'est ajouter une autre difficulté majeure dont on parle de plus en plus, mais qui date quand même de au moins quelques décennies, c'est le défi écologique. Donc il y a non seulement le réchauffement climatique, mais aussi la raréfaction des ressources naturelles, la perte de biodiversité. Bon, bref, je passe, mais pourquoi en fait il faut changer en profondeur le modèle d'entreprise? C'est tout simplement pour contribuer à résoudre ces difficultés et à résoudre ces problèmes, à faire en sorte que la planète soit mieux vivable plus longtemps et pour le plus grand nombre. Et il se trouve que il y a un certain nombre d'acteurs sur cette planète, dont les entreprises. Donc il y a les États qui ont une responsabilité fondamentale, il y a les citoyens.
plus individuellement, qui ont leur responsabilité dans l'affaire, et puis il y a les entreprises, et qui ont une part énorme. En réalité, si demain l'économie privée, donc les entreprises, sont pleinement au service de l'intérêt général, et je vais y revenir, on résout une immense partie des problèmes que j'évoquais. Et c'est la fameuse question du passage de l'exception à la norme, etc. Et c'est tout l'enjeu pour moi de ceux qui se battent pour l'économie sociale et solidaire, hein, les militants, pas seulement les pratiquants, mais des militants de l'économie sociale et solidaire, c'est ça qui les anime. Donc pourquoi, voilà, en quelques mots, ça serait ça ma réponse. Ensuite, si on veut faire juste un état des lieux rapide de la situation, pour moi, il y a deux grandes dynamiques qui sont parallèles, qui sont celles de l'économie sociale depuis la fin du 19e siècle, avec l'entraide ouvrière, la création des associations, des premières coopératives, des premières mutuelles, qui viennent répondre à des besoins sociaux et aux besoins fondamentaux de leurs membres. Un peu plus tard, l'économie solidaire, le commerce équitable, l'insertion, donc qui pose aussi la question de la finalité de l'action, la finalité de l'objet. Donc vous avez d'un côté cette économie-là qu'on connaît bien ici, et puis il y a le capitalisme. Il y a le capitalisme qui a toujours eu sa part philanthrope. Donc c'est pas récent. Il y a toujours eu des entreprises capitalistes et des chefs d'entreprises capitalistes qui ont voulu, si on veut être un petit peu ironique, on va dire faire leurs bonnes œuvres, et puis si on veut être plus sympathique, qui ont leur part d'humanisme et donc qui ont eu des actions philanthropes, etc. Donc c'est vrai que ensuite il y a la notion de développement durable qui est apparue plutôt au début fin des années 80, début des années 90, puis dans à peu près la même période, la RSE. Et ce sont des dynamiques qui sont des dynamiques positives, c'est-à-dire qui permettent de faire en sorte que une partie de l'argent généré par le système capitaliste et par ces entreprises soit dédié à des causes d'intérêt général ou à des besoins d'utilité sociale. Et en fait, pour moi, l'idée, le défi, c'est de faire en sorte de renforcer au maximum ces deux dynamiques pour qu'elles prennent de plus en plus d'ampleur et qu'elles pollinisent au maximum l'économie pour tout simplement que ces formes d'économie deviennent majoritaires. Alors, du côté de l'économie sociale et solidaire, pour moi, on a une économie là qui est par essence l'économie au service de l'intérêt général. En tout cas, si on en croit sa définition, même légale, depuis 2014, poursuite d'utilité sociale, lucrativité limitée, donc ça indique qu'il y a un partage des richesses, de la valeur qui est équitable, et gouvernance démocratique ou participative, c'est parfait. On a ce qu'il nous faut, il n'y a plus qu'à. Alors ensuite, quand on regarde dans la pratique, c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que pour ce qui est de la poursuite d'utilité sociale, en fait, si on regarde de près, il y a un certain nombre de grandes coopératives bancaires ou de grandes coopératives agricoles, et voire même de grandes coopératives de commerçants, dont on ne peut pas dire qu'elles poursuivent vraiment une utilité sociale, puisque souvent elles ont des activités qui peuvent contribuer au contraire à détruire le lien social, à détruire l'environnement, avec des activités parfois très polluantes. Donc, bon, il ne suffit pas, contrairement à ce que disait Maud, mais le problème, ou plutôt ce qui est super, c'est que Maud, elle a un rapport à la coopérative qui est extrêmement vertueux et idéal, et qui correspond dans la réalité de son quotidien à l'utopie peut-être, mais il ne suffit pas d'être coopératif, en fait. Il y a et en fait, Label Emmaüs, c'est pas seulement une coopérative, c'est un certain nombre d'autres choses en plus. Et puis, il y a un autre sujet, si on regarde là non plus l'utilité sociale, la poursuite sociale, si on regarde la question de la lucrativité limitée, alors certes, dans l'ESS, les excédents, la majorité des excédents, voire la totalité des excédents sont réinvestis dans l'entreprise, mais ça ne dit rien de la distribution de la richesse en interne et des écarts de rémunération, par exemple. Et donc, on a des nombreux exemples de grandes entreprises de l'ESS où on a des écarts de rémunération qui sont très au-delà de ce qu'évoquait Maud, évidemment, mais bien au-delà, c'est-à-dire bien au-delà même du 1 à 25, qui est la limite dans les entreprises publiques. Donc ça, c'est aussi à avoir en tête.
Sur la gouvernance, bon, je ne rentre pas dans le détail, mais on n'est pas toujours parfaitement démocratique dans l'ESS. Et d'ailleurs, c'est peut-être pas si grave parce qu'il faut aussi, pour qu'il y ait du dynamisme entrepreneurial, parfois une certaine centralisation de la décision. Mais là, c'est peut-être l'entrepreneur social qui s'exprime. Et donc, ça, c'est la situation actuelle de l'ESS. On peut améliorer ça. Et c'est un des projets, d'une certaine manière, de la République de l'ESS. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se repose la question de qui on est et de ce qu'on porte et de ce qu'on fait. Donc, pour moi, une des clés du changement d'échelle de l'ESS, c'est de redéfinir son identité de façon précise et rigoureuse. Et sur cette base, eh ben, de repartir à la conquête du monde, en fait, à la fois de la société civile, mais aussi des politiques publiques qui seraient plus favorables à notre économie. J'y reviendrai juste après. Un mot sur le capitalisme et la loi Pacte. En fait, la loi Pacte, c'est une bonne nouvelle parce que en permettant à des entreprises de faire un pas de plus dans leur politique RSE, en définissant une raison d'être et même, pourquoi pas, une mission d'intérêt général, on encourage. Et puis même avec l'entreprise à mission, on sécurise la part d'intérêt général et la mission d'intérêt général. Par contre, c'est vrai qu'on a à ce stade encore d'énormes difficultés, c'est que la raison d'être, c'est un nid à green et social washing, c'est-à-dire que vous pouvez raconter n'importe quoi, en fait, et dire que c'est votre raison d'être et que votre raison d'être soit formidable et faire absolument tout l'inverse de tous les jours sur le terrain. Donc bon, là on a quand même un outil qui est très voilà, complexe et potentiellement en fait contre-productif. Et alors avec l'entreprise à mission, donc c'est cet engagement supplémentaire que peuvent prendre les entreprises. Là, pour le coup, c'est plus solide, d'autant plus qu'il y a un comité d'évaluation indépendant de l'effectivité de la mission, ce qu'on trouve peu, hein, y compris dans les dispositifs de régulation côté de l'ESS. Donc c'est une bonne chose. Par contre, à ma connaissance, aujourd'hui, on peut être entreprise à mission et consacrer une partie minime de son activité à cette mission d'intérêt général. Il n'y a pas du tout d'exigence de part de la mission dans le chiffre d'affaires. Donc, dynamique, à mon avis, positive à accueillir chaleureusement comme une contribution à l'intérêt général, mais on est loin d'un modèle qui voudrait renverser la table, c'est-à-dire qui propose une autre société, comme c'est le cas, par contre, de l'économie sociale et solidaire. Donc, voilà, moi, pour ma vision du tableau général. Ensuite, sur ce qu'il faut faire, à mon avis, il y a au moins deux choses. D'abord, une fois qu'on s'est redéfini avec exigence et qu'on a résolu les quelques angles morts que j'évoquais tout à l'heure et qui ne sont pas des détails, hein. Une fois qu'on a résolu ça, je pense qu'on peut partir sans complexe à la conquête davantage de la puissance publique. C'est-à-dire que si on se définit rigoureusement et que dans la pratique on est en cohérence avec cette définition, alors on peut réclamer tous les avantages à la puissance publique parce que nous serons tout simplement des entreprises d'intérêt général. Et quand je dis tous les avantages, c'est une fiscalité favorable, donc moins d'impôts sur les sociétés, moins de charges sociales. On pourrait imaginer dans un modèle encore plus rationnel qu'il y ait une modulation de la fiscalité en fonction de la contribution à l'intérêt général. Donc, plus complexe que de passer par des agréments ou des labels, mais pourquoi pas. On devrait également avoir accès au mécénat. Label Emmaüs devrait pouvoir toucher du mécénat, au moins autant qu'une bonne partie des associations qui en touchent. On devrait avoir accès au bénévolat aussi, de façon tout à fait décomplexée. Et évidemment, on devrait avoir la préférence dans la commande publique et dans l'achat public. C'est-à-dire qu'à qualité-prix égale, on devrait toujours être favorisé. Parce qu'encore une fois, on contribue plus, parce qu'on résout des problèmes sociaux et environnementaux. Et puis l'autre, je sais, je suis peut-être trop long, j'en sais rien, moi j'ai pas regardé la montre, mais l'autre combat à mener, je pense, c'est de repartir à la conquête des citoyens, parce qu'en fait, on a absolument besoin du citoyen pour que cette économie change en profondeur, et à plusieurs niveaux. On a besoin du consommateur, on a besoin du salarié, on a besoin du futur entrepreneur, on a besoin de l'investisseur. Et en fait,
pour ça, il faut alors non seulement qu'on se soit redéfini, mais il faut ensuite qu'on communique et qu'on mobilise sans complexe. C'est-à-dire que l'économie sociale et solidaire a eu tendance historiquement à être discrète parce que d'abord une certaine réserve avec les outils de communication de publicité, ce que je comprends très bien, dans ce qu'ils peuvent avoir parfois de manipulateurs. Mais du coup, elle a oublié de s'affirmer avec force pour ce qu'elle représente, pour ce qu'elle apporte à la société. Alors, je vois des entreprises, je vois par exemple des affiches de plus en plus du crédit coopératif dans le métro, et je m'en réjouis parce que ça fait des années que je dis, mais allez-y, parlez de votre différence, la Massif, parlez de ce que vous apportez par rapport à une compagnie d'assurance lambda capitaliste, dites vos différences. Criez-les haut et fort, parce qu'en fait, il y a des gens qui vous attendent, il y a des gens qui veulent consommer autrement, comme on dit, qui veulent travailler dans des entreprises qui contribuent au bien commun, qui veulent créer ce genre d'entreprise et qui ont besoin d'être inspirés, ou investir, voilà, prendre des parts dans vos entreprises. Donc, allez-y sans complexe, mobilisez. Et bon, une des choses que j'avais proposées au début de la dynamique de la République de l'ESS et qui me semble toujours aussi urgent, c'est qu'il nous manque un lieu, alors là, un lieu digital, c'est-à-dire une grande plateforme et une application où on peut facilement répondre à nos besoins de vivre autrement, où il pourrait y avoir plusieurs entrées, consommer autrement. Alors là, on a déjà la marketplace, label Emmaüs, mais qui doit s'élargir, qui doit couvrir tous nos besoins. Moi, voilà, si je veux acheter une voiture différente, je vais pouvoir aller sur cette. Et on n'a pas ça. Ça n'existe pas. En fait, il y a énormément de sites, d'applications, etc. Mais il n'y a pas le grand point de rendez-vous. Si je veux travailler dans une entreprise d'intérêt général, j'ai pas un endroit où sont centralisées toutes les offres d'emploi de cette économie-là, etc., etc. Donc je pense que là, il y a peut-être d'ailleurs une belle opportunité entrepreneuriale pour ceux qui arrivent. C'est certainement très difficile à faire. Peut-être que Label Emmaüs sont les mieux placés aujourd'hui, ont une longueur d'avance. Et au-delà, les licornes qui sont un exemple, parce que c'est ça qu'ils cherchent à faire, en fait, les licornes. Ils cherchent à créer des alternatives solidaires et écologiques au capitalisme. Et ils ont une longueur d'avance, et il faut les accompagner, il faut les défendre. Après, à mon avis, il faut qu'ils sortent de l'entre-soi coopératif. Mais ça, je l'ai déjà dit à certains, et on continuera d'en discuter. Mais à mon avis, ce qu'il faut viser, c'est le grand rassemblement des entreprises d'intérêt général, quel que soit leur statut, si tant est qu'elles cochent les cases d'utilité sociale, environnementale, du vrai partage des richesses et de la gouvernance participative. Et ça, évidemment, les SIC, a fortiori quand elles ont un objet écologique et solidaire, sont peut-être le nec plus ultra, mais il n'y a pas qu'elles. Et il y a aussi des entreprises de capitaux, des entreprises qu'on appelle à impact, qui cochent toutes ces cases et qui font partie largement de la famille. Et puis, il faut aussi faire sa place aux grandes entreprises et du coup avoir une approche, à mon avis, un tout petit peu pragmatique, notamment de la question des rémunérations. C'est-à-dire qu'à mon avis, il faut largement limiter les écarts, mais qu'il faut permettre quand même que, pour pouvoir être compétitif sur le marché de l'emploi des dirigeants des grands groupes, non pas être de 1 à 3, ni même de 1 à 10, mais de mon point de vue, pouvoir monter jusqu'à un A à 15, voire 20 pour les plus grandes entreprises, parce que sinon on ne trouvera pas. Et ça, c'est comme ça, c'est la réalité. Par contre, je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'aller au-delà. Et donc, il y a des écarts à réduire. Voilà, ah oui, j'ai été trop long. Je suis désolé. Mais en tout cas, je vous ai dit ce que j'avais envie de vous dire. Aucun problème, merci beaucoup pour cette intervention très riche, énormément de choses à retenir, mais déjà l'idée c'est en faisant en sorte que l'ESS soit exemplaire qu'on réussira aussi à avoir plus de légitimité à demander un certain nombre d'avantages pour in fine développer l'ESS
et de fait convaincre un certain nombre d'acteurs de basculer dans l'ESS et donc de changer en profondeur leur modèle d'entreprise. La notion de conquête des citoyens, elle me semble assez intéressante et finalement, elle fait le pont également avec l'intervention de Claude Verne, mais c'est en communiquant davantage et en communiquant mieux sur nos spécificités, les valeurs de l'économie sociale et solidaire qu'on encourage au changement du modèle d'entreprise. Et finalement, quand Claude parlait de la gouvernance comme socle indispensable pour faire évoluer le modèle d'entreprise, on en revient à ça, finalement, la mobilisation des citoyens au sujet des outils économiques. Donc, bref, une intervention extrêmement riche. Merci, merci Pauline. Quand je t'écoute, je me dis que j'aurais pu être beaucoup moins long parce que tu as parfaitement synthétisé tout ce que j'ai raconté en 45 secondes. Merci en tout cas, je m'en inspirerai pour mes prochains pitchs. Mais c'était très bien, Jonathan. Merci beaucoup pour cette intervention. C'est très facile. C'est facile de synthétiser. C'est beaucoup moins de le dire en premier, évidemment. Peut-être avant qu'on passe aux questions des participants, est-ce que vous souhaitez réagir peut-être sur ce qui a été dit par... là, je m'adresse à vous. Est-ce que vous souhaitez un petit peu réagir sur ce qu'on dit Oui, Claude, je t'en prie. C'est par rapport effectivement à ce que j'ai entendu de la part de Jonathan et de Maude sur le label Emmaüs. Je trouve ça excessivement intéressant. Nous aussi, on a des entités au sein d'AEMA qui permettent effectivement d'aller sur ce qu'on pouvait imaginer comme une marketplace ESS, mais à quoi ça sert de réinventer quelque chose qui fonctionne bien par ailleurs? Donc, travaillons ensemble. À mon avis, il y a des choses à créer en tout cas. Et puis sur le potentiel d'avoir effectivement des prêts, etc. Sachez aussi qu'au niveau du groupe AEMA, au travers de différentes entités, on est en capacité, quand vous voulez changer d'échelle, on est en capacité à vous prêter de l'argent. Quand on voit un intérêt manifeste à travailler ensemble, on a aussi des structures qui sont en capacité de vous prêter de l'argent. Donc, Maude, à l'occasion, ça serait bien de pouvoir échanger ensemble. Et aussi, ça intéressera les délégués de savoir que ces plateformes existent sur certains territoires. Donc, faire du relais de la communication entre nous. Par rapport à Jonathan sur la communication, vrai sujet, une pudeur qui existe depuis X temps au niveau des entreprises, y compris comme Massif, de ne pas communiquer sur ce qu'on faisait. De l'habitat partagé, surtout pas mettre de plaques comme quoi ça vient de la fondation Massif, etc. Enfin, j'en ai vu des... Et là, aujourd'hui, on est dans une logique, travailler effectivement avec les administrateurs et sur notre nouveau territoire de marque. Et là, notre nouveau territoire de marque qui va sortir d'ici la fin de l'année, vous verrez qu'on veut vraiment faire parler la société. Et donc, ça c'est intéressant. On va essayer de se démarquer un peu d'une publicité bêtement classique. Et puis, voilà, on est dans un rôle sociétal qui me semble intéressant. Donc, on y va un petit peu, c'est un peu compliqué. Et sur ce que tu as évoqué sur le lieu digital, la grande plateforme, effectivement, ça me semble très, très pertinent à essayer de mettre ça en place pour fédérer un peu les différents acteurs. Ça me semble très, très intéressant. Voilà mes quelques réflexions immédiates, mais voilà, à force d'échanger les uns les autres, tout de suite, il y a plein d'idées qui nous viennent parce qu'on est de l'ESS. La beauté de ce type d'échange. Est-ce que Maude, Jonathan, vous souhaitez réagir également ou bien on passe aux questions des participants? Eh bien, on va passer aux questions des participants. Je laissais la priorité à Maude, mais j'ai non, moi, simplement, je remercie des propositions de collaboration. J'ai bien fait de venir, hein, au final. Mais non, mais peut-être juste effectivement peut-être pour dire un mot des licornes parce que j'en ai pas beaucoup parlé alors que on est dans le cœur du sujet. Pour ceux qui connaissent pas trop ce que sont les licornes. Donc nous, on est les licornes, pas les pas les licornes de la tech. Mais bon, évidemment, vous comprenez le contre-pied, le pied de nez qu'on fait aux licornes de la tech classique. Donc ce sont
que des structures, on va dire, ce sont des petits David qui ont des très gros Goliaths, chacune dans leur secteur. On est 9. On va retrouver Enercop sur l'énergie, la Nef pour le bancaire, la finance, bon, Label Emmaüs, voilà, qui est bien de consommation, etc., versus le méchant A, Own, pour ne pas le citer. Bon, bref, on a chacun un petit peu face à nous un géant qui, on est un peu dans la caricature peut-être, mais qui symbolise vraiment tout ce que on voudrait changer dans le système, avec évidemment beaucoup d'utopie, mais aussi finalement une action concrète sur les territoires, avec des vrais clients, avec des vrais partenaires. Donc, en fait, la Belle Emmaüs à son échelle, c'est montrer que même dans un secteur ultra concurrentiel, je ne sais pas si on peut trouver aujourd'hui un secteur plus concurrentiel et quelquefois plus déloyal que le e-commerce. Amazon en est tellement l'exemple. Enfin, le dumping économique qui est fait sur les frais de port, c'est pour tuer complètement la concurrence, qu'elle soit physique, qu'elle soit en ligne. Enfin, c'est des pratiques qui sont inimaginables. C'est un enrichissement personnel qui est poussé vraiment à son extrême, quoi. Nous, on parle gentiment de 1 à 3, 1 à 10, voire 1 à 25. Enfin, là, on est quand même sur des échelles. Enfin, c'est 1 à je sais pas combien de millions, quoi. Donc, c'est même pas entendable, en fait. On n'arrive même plus à le conceptualiser. Et pourtant, chaque jour, il y a 7 millions de personnes sur Amazon en France. Donc voilà, on s'attaque à du lourd quand même en termes d'habitude de consommation. Et c'est oui, effectivement, il faut soutenir des licornes. Il faut sûrement que nous, oui, on s'ouvre, qu'on embarque, mais je pense que justement, on a aussi cette mission de rester très exemplaire, très extrême, parce que évidemment que l'économie ne va pas nous ressembler demain de façon large, mais c'est comme ça qu'on peut faire bouger les lignes en fait, en tenant une exemplarité assez extrême. Moi, je sais que, enfin voilà, la Belle Emmaüs ne sera jamais une concurrence à un Amazon ou à d'autres sites de ce type-là. Mais en revanche, ça a le mérite d'exister en fait. Donc, si ça existe, c'est que c'est possible et que du coup, entre un Amazon et un Label Emmaüs, il y a quand même beaucoup d'entre-deux qui sont possibles et tout le monde peut se remettre en question quand même et voilà, modifier un petit peu ses pratiques dans cet entre-deux. Merci beaucoup, Maud. Jonathan, un mot avant les questions? Ouais. Bon, d'abord, à Claude, moi, je fais partie de ceux qui pensent que vous avez eu raison de ne pas devenir entreprise à mission. Parce que c'est un outil qui est fait pour les entreprises capitalistes qui veulent s'améliorer. C'est pas un outil qui est fait pour les entreprises de l'ESS. Les entreprises de l'ESS, comme vous le disiez tout à l'heure, elles sont par essence à mission. C'est des entreprises mission en un seul mot. Donc ensuite, leur travail, c'est d'être cohérente avec cela et dans les pratiques. Mais en tout cas, je pense que oui, dans la grande discussion en cours, c'était le bon choix. Et moi, ce que je pense, c'est qu'il faut que c'est l'occasion en fait de cette grande discussion autour du sujet entreprise et intérêt général, c'est l'occasion de rappeler la spécificité, la force, et puis évidemment de progresser, de s'auto-challenger. Maud, sur les licornes, évidemment, il ne s'agit pas du tout de faire que vous soyez moins en avance que vous n'êtes. Ça, c'est formidable, c'est génial. Et puis de toute façon, chacun fixe son niveau de cohérence, d'exemplarité, de vertu, parfois. Bon. Quand je parle d'élargir le front, c'est qu'en fait, pour moi, le but, c'est de battre Amazon. Et du coup, il faut faire front commun avec ceux qui ne seraient pas, peut-être la Belle Emmaüs, mais qui seraient des très belles entreprises sociales, des entreprises à impact du e-commerce militant, et qui globalement, parce que pour moi c'est le bon repère aujourd'hui, cocheraient les cases de l'agrément ESUS pour battre les géants qui est en face de chaque licorne actuellement. Donc voilà, c'est simplement pour préciser un petit peu mon propos. Et puis sur dire quand même
le fait que moi je suis ancien président du Move, mais je suis toujours porte-parole du mouvement Impact France, qui est le nouveau Move, au sein porte-parole au sein des institutions de l'ESS, et que en fait le mouvement Impact France porte le plaidoyer que j'évoquais tout à l'heure pour que les politiques publiques deviennent vraiment favorables aux entreprises d'intérêt général, et tente de rassembler toutes ces entreprises et ces entrepreneurs au service de l'intérêt général, et fait une place également à cette part du capitalisme qui souhaite s'engager sur ce chemin-là. Et là, je le rappelle parce que parfois c'est mal connu, mais le mouvement des entrepreneurs sociaux est devenu le mouvement Impact France, tout en gardant son objet social de départ et en gardant sa gouvernance. C'est-à-dire que les 2/3 de la gouvernance du mouvement Impact France, ce sont des entrepreneurs socio-écologiques, des entrepreneurs exemplaires qui ont l'agrément ESUS, etc. Donc c'est le mouvement des entreprises sociales et écologiques. Et il se trouve qu'on a créé un nouveau collège qui est celui qu'on appelle les entreprises en transition, qui laisse sa place aux entreprises à mission, aux bicorp, etc., pour pouvoir accompagner cette dynamique qui nous semble positive. Donc là, il y a quand même un mouvement avec le mouvement Impact France qui rassemble déjà ces différentes composantes, familles qui ont vocation à contribuer au changement en profondeur du modèle d'entreprise. Donc, je passe le message, chacun a fait sa petite pub. Moi, je ne l'ai pas faite pour mes structures personnelles, mais je le fais pour le mouvement Impact France qui a une grande ambition qui est d'être l'alternative écologique et solidaire au MEDEF. Donc, il faut encourager ça et rejoindre le mouvement, évidemment, si vous partagez ces combats. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention. Alors, nos participants ont posté de nombreuses questions ou remarques, tout simplement. Une première question sur... je vais donc en dire un certain nombre, laisser un premier temps de réponse et après on essaiera d'aller jusqu'au bout de la liste de questions. C'est jamais évident, désolée d'avance si jamais on n'y parvient pas. Donc une première question, est-ce que le niveau de profit doit faire partie des indicateurs de performance dans une entreprise de l'ESS? Est-ce que faire partie de l'ESS veut dire exclure la notion de profit? Une question sur l'ACPR, donc plutôt destinée à Claude Verne, j'imagine. L'ACPR ne crée-t-elle pas plutôt des normes qui ne profitent pas à l'ESS? Une autre question. Comment le sociétaire adhérent ou client d'une entreprise de l'ESS peut-il flécher son épargne ou ses soutiens à une entreprise ou un secteur? Trop souvent, le choix d'affectation de ces fonds est confié à une structure, voire à un gestionnaire d'actifs. Effectivement, sur les enjeux, notamment au LDDS, ça me paraît assez important. Alors, une remarque, vive les SIC. Pour faire bouger les SIC, pour faire bouger les choses, il faut des SIC et rien d'autre. Assez radical. Je pense que Jonathan ne sera pas d'accord avec cette analyse, mais en tout cas, c'est un beau niveau d'enthousiasme pour les SIC. Une question à Claude Verne. La Massif se caractérise par l'intégration dans son CA de multiples parties prenantes. L'ouverture à la société ne passe-t-elle pas par des partenariats et la conduite de projets communs avec des partenaires tels que des grands réseaux associatifs ou les syndicats, patronaux ou salariés? Ces partenariats ne conduisent-ils pas également la Massif à soutenir les corps intermédiaires? Très intéressant. Donc, effectivement, la relation à la société peut passer par l'intégration dans la gouvernance, mais également par des logiques de partenariat. Une question à Maud. Comment avez-vous mis en place ce système de transparence? Alors, conseil de lecture, Ruse de riche de Jean-François Drapéry. Bon, on n'a pas la liste des participants là. On ne peut pas savoir quelle est l'identité des personnes qui posent des questions, parce que nous, on est à visage découvert, donc pour débattre, il faut savoir avec qui on parle. Avec j'ai fait des copier-coller là pour vous les envoyer dans le chat, mais j'ai pas pu envoyer les questions. Alors, c'est Christian qui pose la question
sur la notion de profit. C'est Julien qui pose la question sur les normes créées par l'ACPR. Fabrice Deschamps, un élu d'une autre structure mutualiste, qui pose la question: la raison d'être et ses impacts sont-ils contrôlés au-delà de la CPR par une entreprise extérieure de contrôle indépendante, comme c'est le cas pour l'entreprise à mission? Alors, chez Colas qui pose la question sur le fléchage de l'épargne. Alors, c'est Pascal qui était très, très enthousiaste sur les SIC. Voilà, et c'est Jean-Marc qui posait la question sur le lien au corps intermédiaire, notamment à Claude. Et c'est Marie qui posait la question sur la mise en place du système de transparence. Voilà, je vous propose déjà qu'on traite ces questions-là et qu'ensuite on passe aux suivantes. Alors, de façon très mal polie, je prends la parole parce que comme je dois vous quitter à midi, j'aurais peur sinon de ne pas pouvoir voilà, vous dire les 2-3 sujets. Merci beaucoup, messieurs, de me laisser la parole. Alors, sur le profit, c'est pas le profit qui pose question, c'est sa redistribution, bien sûr. Donc, c'est non, évidemment que le profit ne pose pas de problème. Moi, j'ai modélisé l'activité de la Belle Emmaüs il y a 5-6 ans quand j'ai démarré, et quand je suis allée chercher des financements, et j'ai montré, voilà, avec ma boule de cristal, que au bout de 5 ans, on serait à l'équilibre, et puis qu'à partir de là, on commencera à dégager des bénéfices qui pourraient même être, pourquoi pas, assez importants, parce qu'un modèle, c'est vrai, digital comme ça, en fait, on met un petit peu de temps à le rentabiliser, mais bon, au bout d'un moment, ça peut quand même bien fonctionner. Bon, c'est le pari, parce qu'on a pas mal de dettes à rembourser quand même dans un premier temps. Et donc, moi, j'espère qu'on gagnera beaucoup d'argent, vraiment, et qu'avec tout cet argent, on pourra créer beaucoup d'écoles et beaucoup de plateformes logistiques. Et donc ça, c'est de façon décomplexée, quoi. Vraiment, aucun problème là-dessus. Mais bon, évidemment, après, j'ai des idées très arrêtées sur comment on le redistribue en termes d'échelle de salaire, en termes de… en fait, moi, ce que j'imagine, hein, dans le scénario idéal, c'est qu'on se retrouve en assemblée générale et que chaque partie prenante peut un peu défendre voilà, les salariés vont dire, bah, nous, on a très bien travaillé, donc on aimerait avoir une redistribution, voilà, je sais pas, une prime, de l'intéressement, voilà, on veut que nos conditions salariales soient améliorées. Les vendeurs sur la Belle Emmaüs diront, bah, nous, on a fait quand même énormément de travail, on aimerait ne plus payer 10% de commission à cette marketplace, mais on aimerait passer à 8%. Et puis je sais pas, les clients, les gens, les citoyens qui sont aussi, et ben, ils pourraient dire, bah, nous, on pense que votre impact social, il est insuffisant sur tel et tel aspect, donc on voudrait que vous créiez plus d'écoles ou plus de voilà, ceci, cela. Donc, ce serait ça, en fait. Il y aurait une redistribution, mais c'est les parties prenantes qui le décideraient. Il n'y aurait pas d'enrichissement personnel. Bon, ça, c'est sur le profit. Sur la collaboration, alors, franchement, moi, je suis une militante de se mutualiser. La plateforme La Belle Emmaüs, on a une illustration. Au début, on s'est lancé qu'avec des Emmaüs, mais dès le début, j'avais en tête qu'il fallait absolument que ça s'ouvre à toute l'ESS pour être plus fort face aux géants en face, mais aussi pour rendre service. En fait, l'idée, c'est de former des gens en parcours d'insertion à ces métiers du numérique. Il n'y a pas que les gens chez Emmaüs qui ont besoin d'être formés à ces métiers. Donc, pour moi, c'est un grand bonheur que des personnes en insertion à la Croix-Rouge, dans des ressourceries, etc., puissent accéder à l'outil, en fait. Et que d'autres structures de l'ESS qui sont nos cousins, puissent aussi faire leur transition numérique grâce à cet outil. Mais je peux vous dire que ça n'a pas été simple, hein, comme orientation, hein. Il a fallu aussi bien convaincre ceux qui ne sont pas Emmaüs de venir vendre sous l'étendard Emmaüs que de convaincre Emmaüs de s'ouvrir, quoi. Donc, toujours expliquer, la concurrence, c'est pas entre nous, hein, c'est en face, là. Et puis, sur la seconde main, en plus, hein, en ce moment, c'est l'explosion, hein. Tout le monde veut s'y mettre, toutes les marques, toutes les grandes enseignes, tous les grands distributeurs, que ce soit dans l'alimentaire, enfin bref, tout le monde se lance dans la seconde main. Il va nous falloir être
bien solide sur nos appuis là pour montrer aux consommateurs la différence entre seconde main de Zalando et puis économie circulaire de l'ESS, quoi. Donc oui, c'est pour ça qu'on est aussi nous aussi on est au mouvement Impact France. Je suis au conseil d'administration et je suis fière d'en faire partie, et je suis fière qu'Emmaüs soit représenté aussi dans une instance comme ça. Et l'équilibre est toujours pas. C'est jamais simple en fait de se dire. Il faut qu'on garde un peu chacun notre identité, je trouve, dans l'ESS pour en fait intéresser, attraper des gens différents, quoi. Il y a des gens, ça va leur parler, le mouvement Impact, d'autres c'est plutôt les licornes, d'autres c'est plutôt le secteur associatif traditionnel. Donc je trouve que c'est important qu'on occupe le terrain en fait, avec chacun un peu nos spécificités. Mais c'est vrai qu'il nous faut aussi plus d'outils de vulgarisation un peu en commun, et cette idée de la plateforme digitale, bien sûr, elle est très très bonne, et elle n'est pas simple du tout, c'est clair. Mais oui, je pense qu'il faut être sur les deux. Et moi, souvent, des acteurs de l'ESS, je leur dis, écoutez, créez votre site de vente en ligne. Enfin, moi, je dis à la Croix-Rouge, je dis à Envie, je dis, mais oui, il faut absolument que vous créiez votre propre site. Et en même temps, ça n'empêche pas que vous vendiez sur Label Emmaüs. Et pourquoi pas que les Emmaüs vendent aussi sur votre site. Enfin, c'est important qu'on ait chacun notre visibilité, et puis qu'on sache collaborer, se mutualiser quand il le faut absolument. Donc voilà, cet équilibre entre les deux, je pense, est important à préserver. Et puis le niveau de transparence, comment on en est arrivé là? En fait, je pense que ça, je sais pas si c'est la coopérative ou si c'est tout simplement l'histoire de la start-up entre guillemets sociale. Je pense qu'une start-up, ça naît avec quelques personnes et qu'on partage tout. Enfin, au début, on était 6 et en fait, cette espèce d'esprit comme ça a perduré. On n'est que 55, on n'est pas non plus un énorme truc. Donc, et sûrement qu'il y a plein d'autres startups qui sont pas du tout coopératives et qui ont ce niveau de transparence aussi, en tout cas dans les premières années, quoi, quand les équipes sont pas encore très grandes. Donc c'est aussi un état d'esprit. Et je rejoins Jonathan, hein, la coopérative, franchement, n'est pas du tout garante de démocratie et de partage de pouvoir. C'est aussi l'état d'esprit des dirigeants, c'est aussi comment les salariés à l'interne poussent pour du collaboratif. Moi, j'ai plein de jeunes dans mon équipe et ils me remettent bien en question sur les méthodes de gouvernance. C'est un mélange de tout un tas de choses. Il y a les entreprises libérées aussi qui sont très intéressantes. Donc je dirais que c'est plus une dynamique humaine finalement à l'intérieur qui va se jouer. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Claude. Est-ce que vous souhaitez peut-être réagir sur certains points? Par rapport aux questions que tu as évoquées, il y en a quand même, je me sens obligé de réagir. En tout cas, sur le profit, je suis en phase avec ce qu'a dit Maud. On n'est pas, aujourd'hui, il y a eu à un moment donné des mots tabous, bénéfices, profit, etc. Voilà, le vrai sujet, c'est les mettre sur la table et voir ce que nos entreprises font au niveau de la redistribution, ces profits. Voilà, nous, effectivement, on n'a pas d'actionnaires, on n'a pas de dividendes à verser, on a des dividendes sociales. Et ça, c'est beaucoup plus important. Donc, tout le débat est là et le profit, il en faut. Plus on en a, au plus on est content. Pas faire du profit pour du profit, mais on sait, vous avez bien compris quelle est la philosophie, c'est bien la redistribution. Sur le rôle de la CPR, l'autorité de contrôle prudentielle et de résolution, effectivement, on pourrait dire, c'est quelque chose qui nous contraint, on sait que ça demande effectivement beaucoup de boulot pour réaliser tout ce que nous impose la CPR, mais derrière, nous, ce qu'on voit, c'est effectivement les bénéfices qu'on en tire. Quelques exemples. La compétence collective au niveau du CA, c'est imposé effectivement par la CPR. C'est-à-dire que les gens qui sont choisis comme administrateurs, ils suivent des formations régulières. Mais la compétence, c'est un assemblage de compétences. C'est pas quelqu'un qui a toutes les compétences possibles. Cette compétence collective, elle est essentielle. Autre point essentiel, et je recoupe par rapport à ce que disait
Jonathan sur la nécessité de travailler effectivement sur des thématiques développement durable, etc., énergie, l'ACPR nous oblige à écrire ce qu'on appelle des politiques écrites. Si on revient à l'allocation d'actifs, il y a une politique écrite spécifique que des administrateurs suivent qui nous oblige à, et je vous rappelle quand même que, enfin, pour vous donner un ordre d'idée, la gestion d'actifs chez nous, aujourd'hui, au niveau du groupe AEMA, on dépasse les 190 milliards d'euros. Donc, imaginez l'impact qu'on peut avoir sur les territoires, sur des fonds ISR très ciblés, etc. Donc, ces politiques écrites imposées par la CPR nous obligent tout de suite à réfléchir comment sortir des énergies fossiles. On est sorti du charbon, comment on va sortir du pétrole, du gaz, etc. Donc, vous voyez, le rôle important de la CPR, il est quand même, et sur plein d'autres sujets, on pourrait l'évoquer. Moi, je préfère regarder les côtés complètement positifs que les côtés impactants en termes de pertes, voilà, enfin de dépenses d'énergie et de temps. L'autre point qui me semblait important, oui, sur les SIC, alors là, je suis tout à fait favorable aux SIC, effectivement, pour innerver les bassins de vie, les territoires, cette complémentarité, j'étais contre les PPP, les fameux partenariats publics-privés qui étaient complètement liés au profit. Là, les SIC, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à développer un peu partout et on le promotionne aussi au niveau du groupe AEMA et de la Massif, pour essayer de recapitaliser sur des territoires où effectivement il y a des choses à construire. Et sur le conseil d'administration Massif, par exemple, je parlais des sensibilités. Quand je parle de sensibilité, ça veut dire que les 5 organisations syndicales sont présentes. CGT, CFDT, enfin voilà, je ne vais pas toutes les nommer, mais vous les connaissez. Et elles arrivent à travailler ensemble dans l'intérêt effectivement du sociétariat, des adhérents et des clients. À ça vient s'additionner la fédération qui est des commerçants, puisqu'ils sont, enfin les commerçants, puisque la Massif s'est créée en 60 autour des commerçants initialement, plus toutes les structures, enfin les dirigeants et acteurs de l'économie sociale et solidaire, et la société civile. Voilà comment est représenté effectivement le CA avec des pourcentages clairs, définis, etc. Et tout ça fonctionne très très bien. Quand on définit des règles précises et qu'on va vers le sens de l'intérêt de nos sociétaires et de l'impact sociétal, ça fonctionne hyper bien. Et j'oublie un point important, puisque la volonté politique du président de la Massif, c'est d'aller aussi vers la jeunesse. On a besoin effectivement d'impacter la jeunesse par rapport à ce qu'est l'ESS, etc. On a mis en place des cohortes jeunes aussi, pour nous bousculer dans nos certitudes et qui travaillent sur différents sujets pour bousculer, pour peut-être réinventer même la gouvernance de la Massif. Elle évoluera quoi, obligatoirement dans le groupe AEMA, puisque effectivement on a plusieurs affiliés qui ont des gouvernances différentes. On ira vers la gouvernance qui nous semble la meilleure, en tout cas, pour pouvoir être le plus efficace possible. Je crois que j'ai globalement un peu voilà, répondu à quelques questions que tu as évoquées. Merci beaucoup, Claude. Jonathan, est-ce que tu souhaites dire un mot? Ah, je t'entends pas. Oui, rapidement, et laisser la parole à Jérôme pour conclure. J'ai vu son nom apparaître sur la diapo. Peut-être qu'il s'impatiente. Sur le niveau de profit, évidemment d'accord avec mes camarades. Simplement, je dirais pas seulement que ce qui compte, c'est sa redistribution, c'est aussi la façon dont il est constitué. Et ça, c'est l'allusion aux écarts de rémunération. Sur les SIC, évidemment, plus on aura, mieux ça sera. Par contre, les SIC et rien d'autre, moi, je n'y crois pas. C'est-à-dire que, ou alors, ça va prendre un temps qui est trop long pour moi. Il faut voilà, si on veut vraiment transformer l'économie radicalement et en profondeur et rapidement pour que le maximum en profite, on n'y arrivera pas que avec les SIC. Sur la transparence, juste une petite nuance par rapport à ce que disait Maud, c'est qu'évidemment, la volonté des fondateurs, des dirigeants, l'état d'esprit, c'est indispensable et ça peut permettre, et ça peut suffire d'ailleurs à assez de longues années. Mais si on veut que ça s'ancre dans la durée, que ça s'institutionnalise, alors il faut un certain nombre de normes et il faut, à mon avis, entre autres, conditionner
les aides publiques aux entreprises, à minima, à la transparence sur les indicateurs sociaux et environnementaux. Moi, je pense qu'il faut les conditionner même à plus que ça, mais à minima, la transparence, c'est le moins qu'on doive à nos parties prenantes et à la société. Et puis peut-être pour finir sur ce qu'on peut faire pour flécher notre argent, bah, et puis ça sera une bonne transition pour Jérôme, c'est que alors il y a à la fois au sein des licornes la nef, où en gros si on confie notre argent à la nef, on a à peu près certain qui sera investi dans des projets à forte valeur ajoutée sociale ou environnementale. Et puis il y a quand même une banque qui s'appelle le Crédit Coopératif, qui est la banque de l'économie sociale et solidaire et des territoires. Et globalement, quand vous confiez votre argent au Crédit Coopératif, vous allez servir une économie qui est celle qu'on évoque depuis tout à l'heure, qui est une économie au service du bien commun et de l'intérêt général. Vous avez même des outils, mais ça, je vais laisser Jérôme peut-être en dire quelques mots s'il parle du Crédit Coopératif, mais comme les cartes Agir, les livrets Agir qui existent de longue date et qui permettent de rendre son argent plus utile socialement et environnementalement. Voilà, midi pile. Merci. Il reste quelques questions. Je ne sais pas si Jérôme souhaite intervenir maintenant ou si on répond aux dernières questions d'abord. Peut-être s'il est possible aux intervenants de faire des réponses très concises. On va peut-être pouvoir réussir à écumer un petit peu toutes les questions. Alors déjà, un débat qui est posé par, bon, je ne sais plus le nom, mais sur l'échelle de salaire, avec un vrai désaccord sur est-ce que cette échelle de salaire de 1 à 15, elle est nécessaire pour avoir des gens compétents. Certains en doutent et pensent qu'on peut largement faire de 1 à 3 ou de 1 à 5. Question à Jonathan Jérémias, peut-on dire qu'une entreprise classique ne peut plus entreprendre économiquement sans entreprendre socialement, tant les conséquences des urgences climatiques et sociales impactent négativement leur business? Une des solutions ne passe-t-elle pas par le rapprochement sur les territoires entre acteurs de l'ESS et entrepreneurs classiques autour de projets communs? Une question, comment voyez-vous l'articulation de ce que vous appelez la société civile, c'est-à-dire les usagers, avec ceux qui prennent les orientations, les décisions de production des entreprises, des représentations des usagers dans le CA, point d'interrogation, ou les structures de direction? Il me semble, si je ne me dis pas de bêtises, que le groupe AEMA et la Massif ont un plaidoyer sur la question de la représentation de la société civile au sein des conseils d'administration pour toutes les entreprises. Donc, je pense, Claude, que tu pourras nous en dire un petit peu plus. Alors, il y a un mot très enthousiaste sur l'idée de Jonathan de e-centralisation dans les commentaires. Et je crois... Ah oui, alors une remarque par rapport aux licornes, peut-être Maud avant de partir, si tu veux nous en dire un mot assez rapide. Est-ce qu'en gros, il est possible d'ouvrir plus largement, enfin si on ouvre plus largement le cercle des licornes, est-ce que cela est faisable avec le discours actuellement tenu par rapport au système capitaliste? Est-ce qu'on peut s'élargir tout en gardant la sensibilité et la nature du discours qui est le vôtre? Voilà à peu près les dernières questions qui sont arrivées. Je crois que je n'ai rien loupé. Peut-être Maud avant de partir en premier. Et merci à nous pour ta présence, bien évidemment. Merci à vous. Non, mais oui, alors les licornes, bon, pour être tout à fait transparente, c'est un collectif qui est très récent quand même, hein, donc voilà, comme tout collectif, il essaie déjà de trouver son périmètre. On se connaît à la base pas très bien, hein. Il y en a peut-être qui se connaissent mieux que d'autres. Et là, au bout d'un an, à force de séminaires, de réunions de travail, de visites croisées, on commence à mieux se connaître et à commencer à faire des projets en commun. Et voilà, c'est un peu cette étape déjà des premières fondations qui est nécessaire pour nous aussi pour répondre aux sollicitations. Et c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup de sollicitations quand on a annoncé le collectif. Bon,
déjà beaucoup de SIC qui naturellement peuvent se dire bah, je comprends pas pourquoi nous on pourrait pas venir naturellement voilà et en fait c'est tout à ce stade c'est tout simplement parce que il nous faut encore bien définir nos critères et ce qu'on a envie d'incarner. Voilà, donc il n'y a pas du tout à ce stade de position de principe sur on veut pas s'ouvrir, à qui, comment, hein. C'est vraiment plus de une temporalité nécessaire, voilà. Et puis, je voulais juste réagir sur l'écart de salaire. Évidemment que on peut trouver des gens compétents à 1 à 3 ou 1 à 5. Je pense que, mais Jonathan, il s'en expliquera. C'est pas ça le propos, quoi. Disons, en élargissant un petit peu plus, forcément, on essaie d'embarquer aussi des structures qui ont déjà un fonctionnement ancré avec des échelles de salaire plus grandes et que oui, pour changer l'économie de façon très très large, ça va être compliqué de le faire avec juste quelques structures extrêmement éthiques. Moi, ça, je partage cet avis. Je pense que il faut pas faire n'importe quel compromis. Et il faut que les choses soient toujours très claires pour le consommateur, qui puisse en son âme et conscience faire ses choix, consommateur, salarié, citoyen, épargnant, voilà, de façon large, quelle que soit la casquette qu'on a. Disons qu'on ne mette pas non plus entre guillemets les torchons et les serviettes voilà, ensemble, qu'on sache quand même que en tant qu'épargnant, si on veut quelque chose d'extrêmement éthique, c'est plutôt sur ce type de structure. Bon, il y en a qui sont plus à mi-chemin, etc. Voilà, si tout ça est transparent, il me semble effectivement nécessaire d'être un petit peu plus large dans les critères aussi. Voilà. Merci encore pour votre invitation. Très belle poursuite d'Agora. Merci tout le monde. À bientôt, j'espère. Au revoir. Claude ou Jonathan, je ne sais pas si vous voulez prendre la parole en premier. Si vous le souhaitez. Je peux prendre la parole sur les salaires, l'échelle de salaire. Enfin, de 1 à 3, pour notre groupe, c'est juste inenvisageable. Déjà, on n'est pas dans le marché pour nos dirigeants, on est en deçà. Jonathan a évoqué de 1 à 15, à mon avis, ça sera à vérifier, mais on est plutôt dans cet objectif-là. On est quand même 18 000 collaborateurs au niveau du groupe AEMA, ce qui est quand même assez colossal. Et pour avoir des responsabilités à ce niveau-là, enfin bon, voilà, 1 à 3. Et puis, je rejoins Maud aussi sur le fait, c'est pas parce que voilà, le niveau de salaire n'a rien à voir avec la compétence, tout en sachant que chez nous, un dirigeant doit avoir quand même un minimum de compétences. Donc, c'est un vrai sujet, mais bon, voilà, je ne vais pas développer plus. Après, par rapport à ce que j'ai pu vivre et à la question concernant l'économie et ESS et entreprises classiques. Sur mon territoire, j'avais engagé effectivement un forum ESS. Et effectivement, c'est super sympa, les gens se rencontrent, on est un peu, voilà, on discute des mêmes sujets. Et finalement, je me suis aperçu que c'était vraiment pas la solution, mais plutôt faire des forums économiques où effectivement on a entreprises classiques et ESS. Et ces entreprises-là, elles se parlent ensemble. Et ça crée des dynamiques sur les territoires qui sont excessivement intéressantes. Et c'est pour ça que j'avais mis ça en place au niveau avec les acteurs économiques que je connaissais et les directions de collectivités économiques pour que ces forums économiques, on ait les acteurs classiques, enfin les entreprises classiques et l'ESS. On ne peut pas les dissocier. Jonathan faisait la référence aux entreprises, voilà, Agrézius. Sur mon territoire, j'ai rencontré de multiples entreprises classiques qui, pour moi, avaient une gouvernance de l'ESS. Et ça, faut pas l'oublier. Et sur le plaidoyer à EMAT, c'est très clair. Nous, ce qu'on met en avant, effectivement, c'est ce type de gouvernance à mettre en place dans des entreprises, effectivement, classiques, avec la société, que la société civile intègre CCA. Et pour ça, il faut effectivement modifier la loi Pacte et qu'on puisse intégrer cette notion de gouvernance et de manière très volontariste, voilà, avec en normant un peu ça, parce que sinon on va jamais y arriver. Voilà les quelques réponses que je peux faire aux questions que tu as évoquées. Merci beaucoup, Claude. Jonathan? Oui, sur les échelles de salaire, en fait, il y a la question éthique et puis après, il y a la réalité. La question éthique,
on est dans l'ordre de l'arbitraire absolu, 1 à 2, 3, 5, 10, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui ne l'est pas. On pourrait même dire la seule chose qui serait fondamentalement juste, c'est 1 à 1, puisque un homme égale un homme ou un humain égale un humain, et qu'il soit dirigeant d'un grand groupe ou ouvrier, en fait, il a les mêmes envies, les mêmes aspirations, et pourquoi l'ouvrier n'aurait pas accès aux mêmes choses que le grand patron. Donc, ça, en tout cas, on peut considérer ça très légitimement. Ensuite, on agit dans une réalité. Et donc, pour moi, l'idée, c'est de limiter les écarts autant que possible, dans la limite de répondre aux besoins de nos entreprises. Et nos entreprises, elles ont besoin d'être dirigées. Et quand on parle de plusieurs dizaines de milliers, voire plusieurs centaines de milliers de collaborateurs pour les plus grandes entreprises, et là, je ne parle pas juste d'économie de territoire avec des PME, je parle d'Amazon. Donc, il nous faut, si on veut faire face à Amazon, avec un Amazon de l'ESS, ben, il nous faudra un dirigeant d'Amazon. Et pour recruter un dirigeant d'Amazon, si très pragmatiquement, quoi, très concrètement, il faudra lui proposer un salaire qui est très très loin de ce qu'il obtiendrait chez Amazon, mais qui va l'attirer à nous. Et c'est bon, c'est des discussions, c'est des sujets complexes, mais il y a quand même un consensus avec le temps autour c'est pas 1 à 15, c'est plutôt autour du 1 à 20 ou 25. C'est ce qui a été adopté en 2012 par la puissance publique. Les dirigeants d'entreprises publiques peuvent pas être payés plus de 25 SMIC, il me semble. Et la Confédération européenne des syndicats parle souvent de cet écart de 1 à 20, et puis on le retrouve dans l'histoire économique à de nombreuses reprises. Donc peut-être que là, on a un point de consensus pour la direction des grandes entreprises. Ensuite, nous, on pense que pour les ETI, entreprises de taille intermédiaire, il faut faire 1 à 15, et pour les PME, 1 à 10, comme le prévoit l'agrément ESUS. En tout cas, il faut articuler idéal et réalité, sinon on ne remplit pas la promesse de changement d'échelle. Et juste dernière micro-chose sur le rapprochement avec les entreprises classiques. En fait, ce n'est pas tellement une histoire de rapprochement, c'est que pour nous, il faut sans cesse dialoguer et travailler avec l'économie classique, avec le capitalisme, pour d'abord tâcher d'essayer de l'influencer, de le faire changer, et puis aussi parce que c'est des opportunités concrètes d'activité pour nos entreprises, et puis que on peut toujours, enfin, on tire toujours profit en fait de l'échange et de l'interaction avec l'autre. Et ce qui est à peu près certain, c'est que si on l'ignore, on n'en obtiendra jamais autre chose au mieux de l'indifférence, et au pire voilà, de la défiance et de l'agressivité. Donc je pense qu'il faut rester au contact. Et puis il y a plein d'entreprises capitalistes qui sont des entreprises sociales et solidaires qui s'ignorent sur les territoires. Il y a des petites entreprises qui en fait sont des entreprises sociales, mais qui savent même pas ce que ça veut dire, et qui s'en fichent complètement d'ailleurs, et avec qui on serait fou de pas continuer de discuter, de travailler. Voilà. Merci beaucoup. On va maintenant laisser la parole à Jérôme, à Jérôme Salier, président de SS France, pour une intervention de conclusion. Si tu parviens à allumer ta caméra également. Et bien voilà. Ah non, ça marche pas? Alors, c'est un peu comme s'il y avait quelque chose qui obstruait la caméra. On voit que ça allume. Je sais ce que c'est, j'arrive. Je sais ce que c'est, mais voilà. C'est un truc que j'ai toujours pas compris sur mon ordinateur, mais bon, un jour j'y arriverai. Il faut juste que je parle à un autre écran que celui que j'ai en face de moi, donc c'est ça qui n'est pas si simple que ça. Mais bon, bref, merci beaucoup de me permettre de conclure en quelques mots ce webinaire. Bon, ça fait qu'une vingtaine de minutes que je suis parmi vous, mais je vois quand même à peu près quelles ont été les principales questions évoquées dans le cadre de ce webinaire. Écoutez, moi d'abord, ce que je dirais, puisque ça parle de l'entreprise, je dirais que les débats qu'on a aujourd'hui sur la nature de la transition écologique, de son intensité, c'est en fait le plus puissant levier qui existe aujourd'hui pour amener à plus de régulation dans l'économie.
on se pose des questions sur la façon de faire évoluer l'entreprise. En fait, l'évolution de l'entreprise, elle sera fortement corrélée à la conception qu'on a de l'économie, en fait, de manière plus générale. L'entreprise, elle existe en tant que telle, sous différentes formes, bien évidemment, avec différentes motivations par ailleurs, mais elle n'est jamais complètement dissociée de la façon dont on fait fonctionner l'économie, dont on la conçoit, dont on la régule, quelle finalité on lui donne. Donc, au-delà du débat sur l'entreprise, il y a quand même d'abord un débat sur l'économie. Et donc, puisque ça répond en partie à la question, euh, mettre plus de régulation dans l'économie et dans les acteurs économiques qui l'incarnent, à savoir les entreprises en particulier, nous amènera à nous poser la question de savoir comment on régule certaines formes d'entreprises également. Et c'est en ce sens-là que CES France dit, puisqu'il faudrait changer la norme sur certains sujets, que l'ESS a vocation à incarner ou à fortement inspirer la norme de l'économie de demain. La question qui demeure, c'est en quoi moi, je plaide en tout cas pour que les économies s'hybrident les unes par rapport aux autres. Je ne pense pas qu'il y en ait une qui s'imposera à l'autre indéfiniment, parce que pas plus que je pense que le capitalisme, qui est fortement en crise, s'imposera à l'ensemble des acteurs économiques du monde. Je ne pense pas non plus que l'ESS s'imposera toute seule à l'ensemble des acteurs économiques du monde. Donc, il faut qu'on arrive, si on veut progresser, à faire hybrider les modèles. Pas pour les uniformiser, mais pour en tout cas qu'ils s'inspirent des bonnes pratiques. Alors, la question, c'est qu'est-ce que l'ESS a à proposer en matière de bonnes pratiques. J'ai la faiblesse de penser qu'il y en a quelques-unes qui touchent principalement aux questions de gouvernance, aux questions de propriété de l'entreprise et à la considération de l'impact ou de l'intentionnalité de l'impact, plus exactement sur la société plus généralement. Si je le dis en quelques mots, si je les traite en quelques mots, la question de la relation à son impact et notamment aux questions territoriales, parce que je pense qu'on parle beaucoup d'impact social, on parle d'impact environnemental de plus en plus, mais je pense que la question de l'impact territorial doit aussi être largement prise en considération en tant qu'acteur économique. Donc, comme je n'ai pas beaucoup de temps, donc je ne fais pas un discours non plus, donc je réagis, mais je pense que la façon dont les entreprises demain doivent prendre en considération leur place sur le territoire doit être prise vraiment au sérieux. Il y a des questions de modélisation de tout ça, mais au-delà de ça, des impacts, des conséquences, pardon, sur la gouvernance des entreprises. Je m'explique. Très concrètement, si une entreprise veut être responsable assez globalement de ses activités vis-à-vis des tiers, que ce soit par son impact social, par l'impact environnemental qu'elle peut avoir, sous la forme de pollution par exemple, mais aussi en tant qu'employeur territorial et en tant que donc acteur qui structure des territoires, il faut que l'intentionnalité sa recherche d'intentionnalité dans un impact positif puisse s'incarner dans un modèle de production, mais aussi dans un modèle de gouvernance. Et donc, je pense que la gouvernance des entreprises va devoir sérieusement évoluer pour intégrer un certain nombre d'acteurs, parties prenantes, qui peuvent permettre à l'entreprise de prendre des décisions dont les conséquences sur les territoires sont aussi maîtrisées que possible. Ça veut dire qu'on était déjà dans le débat de savoir si seuls les apporteurs de capitaux devaient être à la gouvernance des entreprises. Il y a déjà la question de savoir si les salariés devaient être présents en plus grand nombre, voire à parité. Mais je pense qu'au-delà de ça, il faut y intégrer d'autres types de parties prenantes qui vont aider l'entreprise à prendre en considération son impact sur son environnement, conçu au sens global du terme. Ça amène vraiment à la question de savoir par ailleurs à qui appartient l'entreprise. Et ce rapport à la propriété, il est dans l'économie sociale et solidaire assez fondamental. C'est un débat que nous avons de temps en temps avec Jonathan et qui ne l'entend pas tout à fait de cette oreille, même lorsqu'il n'a pas ses écouteurs. Mais ce qui caractérise l'économie sociale, c'est la propriété collective. C'est la non-appropriation possible de la structure créée, y compris d'ailleurs en cas de revente. C'est l'un des sujets que nous avons dans la loi de 2014, et notamment pour ceux qui créent des sociétés commerciales dont la revente des parts n'est pas aujourd'hui encadrée par la loi, ce qui veut dire qu'ils peuvent faire un bénéfice personnel sur la base d'une entreprise sociale, d'une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Mais dans l'immense majorité, en fait, dans la quasi
totalité des entreprises de l'économie sociale et solidaire, même lorsque ce sont des entreprises avec du capital social, comme les coopératives, personne ne peut en tirer un bénéfice s'il la quitte, en tant que salarié, en tant que consommateur, adhérent, sociétaire, etc. Et personne ne peut s'approprier une part de la valeur créée par le collectif en dehors des règles égalitaires qui président à la répartition des bénéfices, de la rémunération des parts sociales, etc. Donc, la question de la propriété, elle est fondamentale, mais elle interroge autant le monde capitaliste que le monde de l'économie sociale, à vrai dire. Parce que la gouvernance de nos entreprises de l'économie sociale, elle est de ce fait-là identique à celle du monde capitaliste. Seuls les apporteurs de capitaux sont représentés dans les organismes de gouvernance. Est-ce que c'est suffisant? Je pense que ça ne l'est pas plus dans l'économie capitaliste que dans l'économie sociale et solidaire, qui d'ailleurs, pour une partie d'entre elles, a eu du mal à accepter même que les salariés siègent dans les conseils d'administration pendant assez longtemps. Faire évoluer nos structures de gouvernance en fonction d'un rapport de cette nature à la propriété nous amènera aussi à poser la question de la façon de répartir les bénéfices et donc la valeur créée. Je crois qu'il n'y a pas trop de débat sur le fait qu'une entreprise d'économie sociale, elle cherche d'abord à créer de la valeur pour le collectif dont elle s'occupe, parfois pour l'intérêt général. En tout cas, elle doit réinvestir, c'est ce que dit la loi sur l'économie sociale et solidaire, au moins la moitié de ses bénéfices dans la pérennité de l'entreprise. Mais évidemment que dans certains secteurs d'activité, des questions plus sensibles se posent, qui amènent ensuite à des questionnements sur l'exemplarité, sur la cohérence entre les discours et les pratiques. C'est la question notamment des écarts de salaire qu'évoque souvent Jonathan. Moi, je crois que sur ce sujet, il faut, un, le traiter, mais deux, le traiter de façon pragmatique. Ce n'est pas vrai que des principes puissent s'appliquer à l'ensemble des entreprises, quelles qu'elles soient, en termes de taille ou d'activité. C'est faux. D'abord parce qu'il existe un marché du travail, qui n'est pas le marché du travail de l'ESS, qui est un marché du travail qui existe en fonction des pénuries de main-d'œuvre, des compétences, des envies, de la tension des candidatures, des parcours de vie des uns et des autres, et donc par nécessité, il faut qu'une entreprise, lorsqu'elle veut recruter des personnes, puisse avoir quelques arguments pour les attirer et puis après pour les garder. Je ne pense pas que ce soit la porte ouverte ou n'importe quoi. Moi, j'essaye dans les organisations dans lesquelles je passe de faire en sorte qu'il y ait des principes objectivés quant à la composition des rémunérations et de fait ensuite quant aux écarts. Au passage, pour y avoir quand même un peu expérimenté la chose, je ne suis pas du tout certain que l'écart du plus petit au plus gros soit vraiment le plus pertinent, à vrai dire. Je pense qu'il y a d'autres façons de mesurer qui le sont un peu plus et plus en cohérence avec la réalité de ce qu'est une entreprise. Par exemple, les 10 plus grosses et les 10 plus basses, en neutralisant parfois un certain nombre de salaires qui vont parasiter la bonne lecture des choses. Et c'est parce qu'on cherche à démontrer, à vrai dire. Mais moi, ce qui m'importe au-delà de l'écart, c'est pas ça, c'est l'objectivation des choses. Deuxièmement, la transparence, parce que je crois que plus on est transparent, plus on est enclin à avoir des pratiques aussi responsables que possible. Il y a des questions qui, dans certaines organisations, concernent la distinction entre le fixe et le variable. Je pense que le fixe dépend beaucoup du marché du travail, du marché de l'emploi et des compétences qu'on recherche. Le variable dépend plus d'une stratégie d'entreprise et de la nature de la valeur qu'elle crée, en fait. Et l'objectivation d'un variable, c'est, je crois, l'un des meilleurs indicateurs pour vérifier ce que sont les motivations réelles et de l'entreprise et de ses dirigeants au passage. Après, il y a des lignes rouges pour moi, c'est que ça ne peut, les rémunérations, notamment des dirigeants, ne peuvent pas se faire au détriment de la rentabilité de l'entreprise. Ça ne peut pas grever un résultat. Deuxièmement, ça ne peut pas, et ça vise le monde associatif, ça ne peut pas finalement conduire à une forme de confiscation des subventions, parce que ça existe aussi dans le monde associatif, où l'écart de salaire de 1 à 20 n'a pas forcément de sens, mais un écart de 1 à 7 peut être parfaitement scandaleux par ailleurs lorsqu'on est dans un modèle subventionné. Et puis, il faut qu'il y ait de la cohérence dans les politiques de l'entreprise et que les dirigeants soient traités à peu près de la même façon en termes de mécanismes que l'ensemble des salariés. J'arrête sur ce sujet-là. Je sais que c'est un débat récurrent que nous pouvons avoir. Ça m'amène quand même à la question de savoir dans quel type d'entreprise on veut fonctionner demain, en fait. Évidemment, ceux qui connaissent l'ESS sont enclins plutôt à dire « je veux travailler dans l'ESS ».
évidemment, je ne vais pas défendre la thèse inverse. Encore faudrait-il objectiver un peu les choses auprès de ceux qui spontanément disent qu'ils veulent travailler ou entreprendre dans l'ESS. Je ne sais pas si tout le monde sait de quoi on parle exactement. Mais moi, ce qui m'interroge plus, c'est par rapport aux mutations du monde du travail, mutations de la société par ailleurs, quel va être sans doute pas le mien, mais le rapport au travail, notamment des générations qui arrivent. Et un copain me soufflait récemment une formule qui vaut ce qu'elle vaut, qui est un peu caricaturale, mais en gros, quel est le type d'entreprise dans lequel Greta Thunberg va travailler demain? Parce qu'un jour, elle va bien finir par aller travailler, sans doute. Mais quel type d'entreprise on a à proposer à une génération qui est quand même matricée par une forte conscience écologique, voire même par une éco-anxiété, qui a un rapport au salariat qui est plus distant qu'il ne l'était des générations précédentes, qui sans doute ne mettra pas à la porte de l'entreprise des formes d'engagement. Et je pense qu'ils ont parfaitement raison de ne pas vouloir avoir une frontière hermétique entre ce qu'ils pensent de la société et de son évolution et ce qui est fait concrètement dans l'entreprise. Donc nos entreprises vont devoir s'adapter en fait aux générations qui vont arriver sur le monde du travail. Donc stimuler l'engagement dans l'entreprise, évidemment dans des cadres régulés autant que possible, mais stimuler notamment l'intrapreneuriat dans les entreprises, à mon avis, va être fondamental pour les années qui viennent. Et ça, pour le coup, je ne sais pas si le l'ESS sera plus avantagé que d'autres formes d'entreprise. Sans doute que oui, a priori, au vu de ce que nous portons. En tout cas, je l'espère. Dernier point que je voulais évoquer, c'est pour reboucler avec mon introduction, et j'en finirai là. Si nous souhaitons que l'entreprise évolue avec une autre conception de l'économie en rapport avec les grands enjeux que nous avons à traiter, ça veut dire au passage qu'il devrait y avoir en tout cas une forte intervention de la puissance publique, soit sur les objectifs collectifs à poursuivre, soit sur les financements à introduire dans l'activité économique, ou les deux d'ailleurs. Donc ça va amener un autre type de rapport à la régulation. Et si demain, mettons qu'il y a des pouvoirs publics qui décident d'engager des milliards dans la transition écologique de notre pays, par exemple, ça veut dire que concrètement, c'est les acteurs économiques qui vont s'en charger. C'est pas l'État qui va lui-même agir pour transformer les modes de production énergétique, les modes de transport, les modes d'alimentation. Tout ça, c'est les acteurs économiques qui vont le faire en fait. Donc là, il y aura une vraie question quand même de la gouvernance et donc quelque part de la conception même de l'entreprise, de ce que nous faisons en fait de l'intervention publique. Instruit de l'expérience sur tout ce qui a pu se passer en matière de reconversion industrielle, de subventions données par l'État ou par des conseils régionaux, par exemple, à des entreprises pour qu'elles se transforment, pour qu'elles préservent, voire qu'elles développent l'emploi et parfois des contre-exemples malheureux. Je pense qu'il faut qu'on invente une gouvernance d'entreprise pour piloter de manière aussi citoyenne, voire démocratique que possible, l'emploi de l'argent public qui devrait, en principe, alimenter les transitions que nous souhaitons par ailleurs. Ça nous amènera sans doute peut-être à faire ce que j'évoquais précédemment, à élargir les conseils d'administration, mais peut-être aussi à un dispositif un peu particulier quand une entreprise décide ou se voit confier une mission pour transformer tel ou tel type d'activité économique et qu'elle bénéficie pour ça d'un fort appui public pour le faire, qu'elle accepte de créer peut-être temporairement un dispositif, alors peut-être sous forme de SIC pour le coup, qui permet d'associer les parties prenantes à la réalisation de l'objectif de transition, ce qui permet de décentrer un peu la question de l'utilisation de l'argent public et du respect des orientations stratégiques qui ont été données à l'activité. Voilà, je pense qu'on a un champ qui est très très important devant nous. Je suis désolé si j'ai pas illustré totalement vos débats, mais n'ayant pas participé complètement, c'était peut-être un peu compliqué. Je crois qu'on a beaucoup de travail devant nous. La loi Pacte est restée, à mon avis, en deçà, bien qu'elle représente une étape non négligeable en fait dans le débat sur l'entreprise. On voit bien que j'en doutais pas trop à vrai dire, mais le fait que des mutuelles se disent entreprises à mission, en fait, ne leur apporte pas grand-chose, ni ne leur fait courir beaucoup de risques. On voit bien quand même que par contre, quand il s'agit d'une entreprise du monde capitaliste, et a fortiori quand une entreprise très capitaliste,
sur tout l'exemple que je peux avoir en tête, on ne peut pas avoir une mission si on n'a pas une gouvernance qui correspond à la mission. Et quand je dis gouvernance, c'est la composition des conseils et un actionnariat stable qui suit la mission. Et je pense que c'est ce qui manque notamment. On ne peut pas déconnecter la mission qu'on se donne avec comment dire, un axe solide en matière de gouvernance de l'entreprise. C'est ce que permettent les entreprises de l'ESS, en fait, précisément. Parce que les formes qui sont les leurs, impersonnelles, avec une dilution du pouvoir entre les parties prenantes, qui a par ailleurs des inconvénients aussi, néanmoins, protègent des coups de barre trop violents de la gouvernance et de les stratégies de l'entreprise. Et ça doit inspirer, je pense, pour le coup, l'économie capitaliste. Pour être clair, si un dirigeant, même charismatique, veut influer sur le cours de son entreprise fortement et se donner une mission, il faut qu'il ait un pacte d'actionnaires solide derrière pour appuyer la mission. Sans ça, le risque est grand que cela dure pas très très longtemps, en tout cas que ça ne s'incarne pas très très longtemps. Et c'est sans doute l'un des sujets qu'il faudrait aborder si nous devions aller plus loin que la loi Pacte aujourd'hui. Voilà, je vous remercie beaucoup en tout cas pour ce débat. Merci à Maud, même si elle est partie, à Jonathan et à Claude. Merci à Pauline pour son légendaire talent d'animation. Et merci à tous. Rendez-vous aux prochains épisodes de la République de l'ESS. J'espère que vous serez présents le 10 décembre prochain à notre congrès. Je te redonne la parole, Pauline. Merci beaucoup, Jérôme, et merci notamment que ta conclusion se soit terminée autour des enjeux de gouvernance, puisque c'est précisément ce sujet que nous allons poursuivre et creuser lors de l'atelier qui aura lieu le jour du congrès organisé avec AEMA Group et qui donc sera dans la poursuite de cette agora, mais se focalisera sur les enjeux de gouvernance des entreprises, en atelier intitulé « Faire entrer la société dans l'entreprise ». Merci une fois de plus à tous nos intervenants et notre intervenante qui a dû malheureusement partir un petit peu plus tôt. Merci aux nombreux participants qui étaient présents à nos côtés aujourd'hui. Je vais donc à présent mettre fin à ce webinaire et à son enregistrement. Et je vous dis à toutes et tous, je l'espère en tout cas, à bientôt. Merci encore. Au revoir. Ciao.